Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Guillaume Burger, qui a été vice-champion du monde en 2009 sur le K4 1000 mètres et qui, en 2019, a encore été sur 3 podiums en Coupe du Monde en équipage. Quels sont ses secrets? J'espère que l'épisode vous plaira. En attendant, je vous laisse découvrir Guillaume et ses secrets. Salut Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Rudy, ça va très très bien. Je sors Il d'une me bonne... semble que tu es en stage de ski. Exactement, je suis après Manon, là, on est une petite équipe. On est 4-5, là, ça varie un peu selon les jours. Et on prépare la saison avec pas mal de PPG. Ce matin, il y avait beaucoup de chutes de neige, du coup on a été faire des raquettes pendant 3 heures. Et on a enchaîné avec une petite raclette, ce coup-là. Et voilà, nous voilà en après-midi de repos, donc voilà, le temps de blablater, quoi. C'est courant pour toi de faire une coupure de kayak et de partir à la montagne l'hiver? Oui, je crois qu'il y a très peu d'années où je l'ai pas fait. Ouais, donc j'ai l'habitude l'hiver de couper comme ça pendant 2, 3, 4 semaines moi je vois surtout l'intérêt de varier les plaisirs, de pas être sur mon kayak toute l'année pour faire autre chose, pour varier les supports, pour être dans un milieu différent. Et puis quand je reviens dans mon kayak, je suis d'autant plus motivé, quoi. Là, tu me disais que tu étais après Manon, mais j'ai vu que beaucoup étaient à Bessan. Il y a 2 groupes en fait. Oui, alors ça c'est assez récent, ça fait 2, 3 ans que c'est récurrent. On a un petit groupe qui allons après Manon. C'est parce qu'ici on expérimente encore un peu, même si maintenant ça devient une habitude, l'entraînement en hypoxie, c'est-à-dire qu'on dort dans des chambres hypoxiques qui reproduisent les conditions atmosphériques de la haute altitude. Donc là quand je te parle, je suis à 1200 mètres d'altitude, mais dans ma chambre, c'est comme si j'étais à 2500 mètres. Ok, putain, mais super ça. Donc ça change un peu les conditions d'adaptation et en plus de ça, on fait des RSH, des séances de RSH, c'est répétition de sprint en hypoxie. Donc là, on monte carrément dans une autre chambre à 3000 mètres d'altitude. On fait des sprints très courts mais à très très haute intensité. Alors plutôt sur des ergos parce que c'est plus facile de s'organiser comme ça. Donc soit sur Wattbike, soit dans mon cas sur Ergoski. Et encore une fois, c'est une façon différente de s'entraîner qu'on a l'habitude, et c'est plutôt pour développer nos aptitudes de force. Et donc ça vient se coupler avec l'entraînement en aérobie de basse intensité qu'on fasse sur les skis ou en raquette ou voilà, sur d'autres supports. Putain, mais c'est hyper intéressant ça. Et ça fait donc 2-3 ans tu dis que vous faites ça? Ouais, alors pour moi, l'instigateur principal, après c'est un peu une mode, hein, je crois, depuis quelques années dans la prépa physique en général, hein, je pense. Mais voilà, c'est surtout notre coach de Vers-sur-Marne, Philippe Collin, qui a poussé pour qu'on puisse faire ça. Et donc voilà, donc depuis quelques années, c'est surtout avec Adrien Barre, je crois qu'on est venu tous les ans. Et puis il y a d'autres athlètes voilà, qui se greffent. Maintenant, il y a Kylian Koch qui vient régulièrement, il y a Cyril Carré qui a été là-dessus aussi. Voilà, c'est une façon un peu différente de s'entraîner qu'on a l'habitude. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, en fait, c'est que ça change mes habitudes. Je suis plus un jeune athlète, hein, ça fait quand même pas mal d'années que je suis sur le circuit. Et s'entraîner de cette façon qui est un peu différente d'habitude, ça nous sort un peu de notre confort, on va dire. Ça nous fait voir des trucs différents. Et puis c'est un bon moyen de passer 3 semaines à la montagne et comme dit, hein, de changer nos habitudes. Et est-ce que tu sens quand tu redescends entre guillemets à la bonne hauteur des effets de ces chambres hypoxiques et de cet entraînement foncier? Alors donc moi ça doit faire mon 4e stage. En général on fait 3 semaines hein, pour que sur le protocole qu'on suit. Donc je crois que c'est mon 4e stage comme ça. Et en général ce qui se passe quand on descend, on est très fatigué d'abord. Souvent pendant une semaine, on est vraiment, vraiment dans le dur, mais ça, c'est plus dû à l'effet de l'entraînement, plus du stress hypoxique. Et ensuite, dans un second temps, ouais, souvent, effectivement, on sent que tous les efforts d'endurance et la résistance à l'effort, on est capable d'enquiller un peu plus que d'habitude. Et ça, je pense que c'est intéressant, ça nous permet dans un second temps, d'enchaîner des séances en kayak et de s'entraîner vraiment fort et donc de passer des paliers ensuite quoi. En fait, c'est un stage qui nous permet de nous entraîner plus fort par la suite. Je dirais ça.
Tu sens après donc que sur l'eau, tu arrives à faire des séances plus longues ou plus de séances dans la journée ou sur la semaine, et tout en récupérant Exactement. aussi bien? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand je reviens dans mon kayak, je vais être capable de travailler plus à plus haute intensité et donc de pouvoir passer d'autres caps, quoi, que ce soit physique ou même technique d'ailleurs. C'est d'être disponible plus longtemps et dans de meilleures conditions, quoi. Est-ce que quand tu retournes dans ton kayak, tu perds un peu tes sensations après 3 semaines sans en avoir fait, ou après toutes ces années, tu n'as pas cette perte de sensations? Eh bien, je crois que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ou peut-être 25 ans, ça me posait un peu problème quand je coupais aussi longtemps. J'avais un peu du mal. Et plus ça va et moins j'ai de mal. C'est-à-dire que je peux couper 2, 3, 4 semaines. Et j'ai l'impression que quand je vais revenir, alors forcément les premiers coups de pagaie seront un peu bancals, hein, mais je crois que, à mon avis, d'avoir beaucoup de vécu, d'avoir pagayé beaucoup pendant beaucoup d'années, ça fait que ma technique revient assez vite et finalement je m'adapte de plus en plus simplement, je pense. OK, ouais, comme si c'était ancré en toi finalement avec toutes ces années et Ouais, c'est mis je à des règles. pense. Exactement. Et j'ai vu que tu avais commencé le kayak à 12 ans. Est-ce que tu peux, nous expliquer, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer le kayak? Mon prof de PS, je crois que j'étais au collège donc à Strasbourg et on a fait une classe verte en Ardèche. Au camping de Ruom, si je me rappelle bien. On a fait une semaine là-bas et puis bon, j'ai bien accroché. Du coup, bon, une histoire assez classique, hein. L'été suivant, j'ai refait un stage d'une semaine dans le club de Strasbourg-Vive avec les mêmes moniteurs. Il y avait surtout Raphaël Canvet et Bruno Dazer. Et puis, bah, j'ai accroché. J'ai pris ma licence en septembre d'après. Et puis, j'avais un bon groupe de copains et ainsi de suite, quoi. Et si je dis pas de conneries, c'était un club d'eau vive. Est-ce que tu as commencé justement, par de l'eau vive? Alors, ouais, donc ben, le club, il s'appelle Strasbourg-Vive. Donc, effectivement, c'était un club de Vive à la base. Après, dans les années 90, il y a eu le célèbre Baba Kamir Tamaseb qui a percé au club, qui lui d'abord était en descente de rivière avec Bruno Dazer, donc j'ai retrouvé ensuite moi plus tard. Et assez vite, je crois qu'il a un petit palmarès en junior, si je dis pas de bêtises, il a été champion du monde en junior en descente. Assez vite, il a fait la bascule, il est passé en course en ligne. Et petit à petit, dans le club, ça a suivi. Et du coup, moi, quand je suis arrivé en 2001, c'était vraiment un club hyper polyvalent. Je pense que, il me semble qu'on était sur les podiums des championnats de France club, à la fois en descente et à la fois en course en ligne. Et d'abord, moi, j'ai plus accroché avec la descente de rivière. C'est là où j'avais le plus de copains. Et cadre des juniors, j'étais plutôt descendeur, effectivement. Ouais. Ça veut dire que tu faisais pas du tout de course en ligne à cette époque-là, ou tu faisais quand même un petit peu vu que c'était un club, multi-kayak? Et ben ouais, comme c'était un club multicac, je faisais un petit peu quand même. Ben, en minime, évidemment, j'ai fait les régates de l'espoir, ça comme quasiment tous les gamins de cet âge-là. Ça a déjà été une petite école de la vie pour moi. Je crois que j'ai fait trois fois quatrième, donc donc ça m'a un peu mis la rage et je me suis dit, ah ouais, la compétition ça se passe comme ça, quatrième, ben, il y a intérêt à faire mieux par la suite, quoi. Après, je me suis plus orienté vers la descente, mais quand il fallait compléter un équipage ou quoi en cadet, j'y allais, ouais. Et puis on avait un bon petit groupe, encore une fois, donc j'étais un petit peu plutôt polyvalent. Mais mon objectif principal jusqu'en junior, c'était clairement la descente. Et en fait, c'est un peu presque par erreur que je me suis orienté sur la course en ligne. C'est qu'arrivé en junior 1, j'espérais me sélectionner en équipe de France. Et je crois qu'il me semble que c'était les quatre premiers qui étaient sélectionnés. Moi, je fais cinquième, sachant que bah, mon meilleur copain de l'époque, Jean-Mathis, mon copain de club, quoi, que je battais tout le temps. Et ben, le jour des sélections, c'est lui qui m'a battu, c'est lui qui a pris la quatrième place. Moi, j'étais cinquième. Donc voilà, c'était assez, bon, c'était frustrant, mais c'est assez marrant avec du recul. Et du coup, on était à ce moment-là, je crois qu'on était au mois de mars, donc il restait toute une saison à faire. J'étais junior 1. Et le coach, il m'a dit, bah, t'as qu'à aller faire de la course en ligne, quoi. Et de fil en aiguille, et à chaque fois un peu par erreur, je fais troisième au championnat de France de fond, alors que je n'avais pas forcément le niveau, mais voilà. Du coup, je suis sélectionné au Pige. Et puis au Pige, c'était une année où ils ont sélectionné pas mal de monde. Et, du coup, je me suis aussi retrouvé un peu par erreur dans l'équipe. Et puis voilà, après, j'ai enchaîné. J'ai fait des championnats d'Europe avec Tom Ketenilatu, Mathieu Vieille, JB Lutz. Le coach, c'était Nicolas Parguel. C'est que des mecs que j'ai retrouvés dans l'année d'après. Et en fait, c'est les expériences d'équipage. J'ai fait du K2, du K4. Ça m'a vraiment
Ça m'a vraiment super plu et je me suis dit, bah en fait, si je veux faire de la compétition, c'est ça que je veux faire, c'est faire des équipages avec des gros mecs. Et du coup, l'année suivante, en junior 2, pendant quelques mois, j'ai encore hésité mais j'ai même voulu faire un peu les deux, un peu la descente, un peu la course en ligne. Et puis très vite, finalement, je me suis orienté à 100% sur la course en ligne, quoi. Ah, c'est original, ça. En fait, pour une 5e place, pour une place, tu te retrouves en course en ligne. Et finalement, la course en ligne, ça marche plutôt bien pour toi. Est-ce que Mhm. dès le début où tu commences la course en ligne, t'es bon en fait, parce que t'es tout de suite 3e au championnat de France de fond, ce qui a l'air de te surprendre d'après tes propos. Mhm. Euh, et pourtant, j'ai l'impression, j'en avais parlé avec Manon. Mhm. Donc moi, j'ai très peu d'expérience en descente, hein, mais j'ai Ouais. l'impression que c'est pas tout à fait la même chose quand même. Ah ouais, non, non, c'est vraiment différent, hein. Après, c'est quand même descente et course en ligne, c'est des bateaux directeurs. Et puis, il y a quand même énormément d'exemples comme Manon, hein, tu le dis bien, qui montrent des descendeurs qui ont très bien fait la bascule en course en ligne. En France, tu vois, on a Arnaud Ibois, Olivier Petit, Boris Saunier, tu vois, on a plein de noms comme ça. J'en oublie sûrement, hein, je suis désolé pour eux. À l'étranger, tu vois, je crois que Max Hoff, c'est pareil, hein, l'allemand, il vient aussi de la descente. Donc c'est quelque chose qui arrive quand même, qui arrive de temps en temps, hein. Tu vois, Maxime Richard aussi en Belgique, qui est participé au JO et qui est champion du monde de descente. Voilà. D'ailleurs, l'entraînement en descente se passe quand même 80% du temps sur l'eau plate. Donc forcément, quand tu arrives à la course en ligne, tu as déjà bossé un peu t'as déjà des habiletés, hein. C'est pas Si, tout nouveau. si je dis pas de conneries, dans un bateau de descente, t'as pas de cale-pied, si? Si, si, t'as un cale-pied, ouais. Ouais, Ah, ouais. t'as un cale-pied, T'as ok. un cale-pied, la position est un peu différente, t'es un peu plus bas sur ton siège qu'en course en ligne. Et puis, bah, ton bateau glisse beaucoup moins, hein, ça c'est. Donc, forcément, tu compenses la glisse par plus de fréquence, moins de puissance. Donc, le coup de pagaie est un peu différent, mais voilà, comme dit, la bascule est réalisable et il y en a pas mal qui le font. Est-ce que t'as un gouvernail aussi en bateau de descente? Non, pour le coup, t'as pas de gouvernail, non. Non, non, tu diriges seulement en faisant des circulaires, voire même peut-être des appels. Dans l'idéal, t'évites parce que c'est pas ça qui te propulse le plus, mais voilà, la stabilité est différente forcément. Mais voilà, qui peut le plus peut le moins. Donc ceux qui arrivent à descendre des rivières déchaînées, en général, sur des bassins d'eau plate, ils arrivent à plutôt bien s'exprimer. Ce qui change le plus, je dirais, c'est la confrontation directe. Ça change pas mal de trucs mentalement. C'est être capable de faire un contre-la-montre sur une rivière. C'est pas la même chose que de faire une confrontation avec 8 bonhommes tout excités dans les lignes d'eau autour de toi, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a perturbé justement d'avoir des gens à côté de toi en compétition au tout début? Oui, je pense qu'il a fallu un petit temps pour s'adapter. Après, comme dit, moi j'ai eu l'avantage de quand même faire de la course en ligne en étant très jeune, même si c'était pas ce qui m'animait le plus. Je l'ai quand même connu un peu tout le temps. Et puis, comme dit, dans mon club, il y avait cette culture, donc j'y étais pas totalement étranger. Quand t'as commencé le kayak à 12 ans, est-ce que t'étais plus doué que tes copains? Est-ce que t'étais plus fort que tes copains assez rapidement? Franchement, non, je crois pas. Déjà, donc j'avais 12 ans, donc j'avais fait pas mal de sport. J'avais dû faire du judo, de l'escalade, du basket, un peu tout et un peu rien. J'avais jamais trop accroché. J'étais pas spécialement sportif. J'étais plutôt le gringalet, un peu geek ou un peu bon en cours et pas très fort en sport. Et pareil, quand j'ai commencé le kayak, j'étais dans le paquet. Ouais, j'étais plutôt dans le paquet. Et puis, tu vois, quand j'ai commencé mes premières perfs, entre guillemets, en fait, c'était que des quatrièmes places. Je crois que pendant quelques années, j'avais pas mal de copains qui me surnommaient un peu le poissard, ou je sais plus trop mais j'étais abonné aux quatrième place. Et ils me disaient, mais de toute façon, toi, tu n'y arriveras jamais, tu t'accroches comme un morbac, mais tu n'y arriveras jamais. Et puis un jour, j'ai fait une médaille, là, et puis les gens, ils ont dit, ah ben, finalement, c'est quand même possible, quoi. Donc, mais voilà, mes copains de l'époque, à chaque fois, ils en reviennent pas. Ils me disent toujours, putain, mais tu te rends compte, toutes ces quatrièmes places pour en arriver là aujourd'hui? Donc voilà, c'est assez marrant, ouais. Quand t'as 12 ans au kayak, est-ce que dans le club où tu étais, c'est le traditionnel mercredi-samedi en termes de fréquence d'entraînement ou t'en faisais un peu plus? Bah, au tout début, ouais, c'était ça. Et puis, je crois que quand même assez vite, c'est passé aux vitesses supérieures. Mais c'était vraiment une période, je pense, à Strasbourg-Vive où on avait un super groupe, on avait un super encadrement.
Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'était Bruno Dazer qui m'entraînait, moi et mes copains, qui est assez connu dans le monde de la descente, qui est même très connu. Je crois qu'il vient de prendre sa retraite récemment, mais quelque chose me dit qu'on va encore souvent le voir au bord des bassins. Et voilà, il avait entraîné, il y avait déjà une génération bien plus âgée qui avait 25 ans ou plus et qui était déjà au sommet des podiums. Il y avait les frères et sœurs Marzol, je sais pas si ça parle. Mais voilà, dans la descente, c'était des très grands noms. Il y avait, dans mes souvenirs, du coup, il y avait le club de Strasbourg-Ville, il y a aussi un espèce de pôle espoir, et il y avait pas mal de sportifs d'autres clubs qui venaient s'entraîner, comme le C2 de descente, toujours, Momo Didier. Et voilà, il y a plein d'autres mecs, Romain Cheval, je m'appelle, Stéphane Millet. euh, il y avait plein d'athlètes qui étaient plus âgés que moi et que mes copains et qui faisaient qu'en fait, même si on avait que 14-15 ans, tu vois, là je te parle, j'étais cadet, et ben quand même, ça nous donnait un peu envie d'y aller, ça mettait la bonne ambiance, ça nous montrait ce que c'était que s'entraîner dur. Et donc, très vite, on venait le mercredi et le samedi, et puis on rajoutait une petite séance dans la semaine. Et puis le dimanche, Bruno Dazer, ben, il prenait sa journée pour nous organiser une course d'orientation dans les Vosges. Et ainsi de suite, on faisait des stages et compagnie. Et donc, je pense progressivement, mais régulièrement, on a monté la dose. Et puis, dès que j'étais junior, voilà, je m'entraînais 2 fois par jour, je pense. Ok, ouais, donc c'est quand même allé assez vite. Parce que junior, c'est quoi? C'est 16-17 ans? Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, je pense que quand j'ai eu 16-17 ans, effectivement, ouais, c'était l'entraînement quasiment journalier. Mais c'était quelque chose, dans mon groupe d'entraînement, c'était quelque chose d'assez normal au final. On était assez nombreux à faire ça. Et quand tu dis bi-quotidien, c'est quoi? C'est matin-soir ou matin-après, midi-soir? Ouais, matin et soir. Alors, moi, j'avais pas voulu faire de sport-études. Je crois que j'aurais pu un moment, mais j'avais envie d'en terminer le plus vite possible avec les études, je crois. Enfin, j'avais pas envie que ça traîne en longueur, en tout cas. Donc, j'avais pas d'horaire Ok. aménagé. Mais voilà, au lycée, ça l'a fait et ça passait. Ça faisait des très grosses journées. Surtout que je me déplaçais en vélo, j'habitais chez mes parents, c'était à une douzaine de kilomètres du club et puis de mon lycée, parce qu'ils étaient un peu à la campagne. Donc je me rajoutais une demi-heure de vélo le matin, une demi-heure de vélo le soir. Mais, mais voilà, quand on est motivé, quand on s'amuse bien et tout, ben, on voit pas le temps passer, quoi. Donc ça, c'était cool, c'était une bonne période, j'ai d'excellents souvenirs. Ah ouais, non, c'est intéressant. C'est 30 minutes de vélo en plus, ça te faisait en fait ton aérobie. T'avais une dose d'aérobie en plus. Peut-être, c'est possible. J'en étais pas forcément conscient à l'époque, mais voilà, je me posais pas la question, j'avais pas le permis, donc c'était comme ça, quoi. Et je vois que rapidement, grâce à cet entraînement, t'as eu une médaille de bronze en K2 500 mètres au championnat du monde junior. Oui, alors bah en fait jusque-là je t'ai beaucoup parlé à chaque fois de mes années cadet et junior, mais en fait junior 1. Et l'année où je suis passé junior 2, bah du coup en fait junior 1 j'ai vraiment découvert la course en ligne, l'équipe de France. Et vraiment quand j'ai eu l'année de mes 18 ans, je me suis dit là j'ai envie de mettre le paquet quoi. Et là pour le coup je me suis vraiment entraîné très fort. Il y avait un nouvel entraîneur au club de Strasbourg, c'était Herman Lemarec. Et du coup, cette année-là, je me suis vraiment mis la dose. En plus, j'arrive à l'université parce qu'en fait, j'avais un an d'avance en cours. Du coup, la fac, c'est un peu plus simple d'adapter les horaires. Donc voilà, donc j'ai tout mis sur l'entraînement. J'ai gagné les piges, je crois, sur les deux distances. À l'époque, c'était 500 et 1000 mètres. Et puis on avait un super cadeau avec Tom Ketani-Latu, qui était d'Épernay à l'époque. Et puis on a fait. J'ai eu quand même des bas dans la saison parce que justement je me suis trop entraîné, donc j'ai eu une grosse période de surentraînement. Heureusement pour moi, c'était après les piges et avant les championnats du monde et les championnats d'Europe. Donc j'ai eu le temps de revenir et donc on a pu ouais, faire troisième au championnat du monde et on a gagné les championnats d'Europe. Et est-ce que c'était une surprise pour toi, une consécration? Est-ce que c'était un objectif, ces championnats d'Europe et championnats du monde? Est-ce qu'à tes débuts, en fait, dès que tu as commencé à être entre guillemets identifié comme bon, c'était des objectifs que tu t'étais fixés? Euh, alors, franchement, je saurais plus te dire. Après, c'est clair, quand vraiment je m'entraînais fort. L'objectif, c'était d'être en équipe de France, comme je l'avais été l'année passée. Et puis oui, si, je crois que c'était de jouer les podiums, quoi. Donc, par contre, quand tu es junior,
Tu vois, à l'époque, on faisait au mois de mai la régate de Piestany. Donc, on faisait une petite compète contre des Slovaques, des Tchèques, deux, trois Allemands. Mais en fait, on arrivait au championnat du monde, on n'avait pas encore vraiment pu évaluer notre niveau face aux Russes, aux Canadiens, enfin à tous nos concurrents, quoi. Donc je pense que quand on était junior, en fait, juste on essayait de se mettre sur le toit, de faire une super course et puis on regardait un peu le résultat à l'arrivée. Et je crois que c'est un peu ça qu'on a fait. D'ailleurs, c'était vraiment notre schéma avec Tom. À chaque fois qu'on courait, donc c'était plutôt le cas de 500, notre distance, bah, on partait à fond. Et puis bah, souvent on explosait un peu et tout, mais voilà. Et puis on regardait à la ligne d'arrivée le résultat que ça faisait, quoi. Donc voilà, ça se faisait Mais, naturellement, je dirais. mais est-ce qu'un 500 mètres, ça se gère? Sinon, tu pars pas à fond, habituellement? Je pense que maintenant je les gère un tout petit peu plus quand même. Je pars toujours à fond, je pense, mais je pense comme quasiment tout le monde, hein. Un 500, c'est quand même, en fait, c'est un sprint long, hein, donc je pense que sur le départ, il n'y a pas de concession à faire. Par contre, c'est vrai que si on veut finir dans les meilleures dispositions, il y a un temps de glisse, il y a un temps de gestion et il y a un minimum de stratégie quand même. Donc effectivement, c'est mieux d'avoir un cerveau, je pense, pour faire du 500 mètres. Là, tu parlais que tu continuais une scolarité donc classique, en plus de tes entraînements. Est-ce que ça a toujours été comme ça? T'as pas intégré un parcours aménagé au fur et à Non, mesure non. de tes années? Non, non. Donc, j'ai fait ma première année de licence à Strasbourg. Ensuite, j'étais à Vers-sur-Marne. Et j'étais à la fac juste à côté, à Champs-sur-Marne. Et non, j'ai toujours été dans le cursus classique. Après, à la fac, surtout à Champs-sur-Marne, en région parisienne. Et j'ai vraiment eu des super responsables de formation. Eux, en fait, ça leur plaisait d'avoir ben, quelqu'un qui suivait leur cursus, mais qui avait aussi un autre projet à côté. Eux, ils voyaient plutôt le côté double projet, enrichissement, c'est une expérience de vie supplémentaire. Donc, ils étaient assez arrangeants et au final, quand vraiment j'avais des galères, quand on partait en stage, en compétition, ça l'a toujours fait. Et donc, non, j'ai jamais eu à dédoubler des années. Et au final, j'en suis plutôt content, quoi. C'est que ben, j'ai eu 22 ans, j'avais mon master, et puis ben, je pouvais me consacrer d'autant plus au kayak, quoi. Donc, non, j'ai plutôt eu de la chance. Et en même temps, en cours, ça passait bien, j'avais plutôt de bonnes notes, donc c'était pas un problème. Je vois aussi par rapport aux vidéos qu'il y a sur ta chaîne YouTube que en 2009, donc t'avais quoi? T'avais juste 20 ans. Ouais. T'as rejoint le K4 1000 mètres senior et vous avez fini vice-champion du monde. Ouais. Est-ce que, pareil, c'était pas une surprise d'être sélectionné rapidement justement dans le K4 senior? Euh, je dirais pas que c'était une surprise parce que donc j'ai été médaillé en junior. L'année suivante, directement, j'ai participé au championnat d'Europe senior, donc c'était en 2008, déjà dans le K4. Mais alors c'était une très courte expérience en fait, ça a duré 2 semaines entre les piges et les Europes. Et cette année-là, c'était les championnats d'Europe servaient de rattrapage pour les JO. Donc en fait, il fallait être enfin bref, il y avait une chance de se qualifier au jeu. Ben, il fallait faire un podium au championnat d'Europe. Bon, ben, ça l'a pas fait. On a fait huitième dans un K4 avec, à l'époque, c'était Arnaud Ibois, Maxime Beaumont et Étienne Hubert, si je dis pas de bêtises, et moi. Et bon, ben, pas de qualif au jeu, du coup, saison terminée. Alors, moi, je suis redescendu en moins de 23 ans, mais c'était pas forcément le cas de tout le monde. Mais donc, déjà, en senior 1, voilà, j'avais eu cette petite sélection. Et senior, pardon, c'était en senior 1. Et en senior 2, donc en 2009, bah là, j'ai fait d'excellentes piges. J'étais entre deuxième et quatrième, je crois, sur le 1000 et sur le 500 mètres. Donc à chaque fois, je pense qu'effectivement, il y a peu de mecs qui ont eu ce niveau à cet âge. Mais en fait, c'était quand même relativement progressif. Cette année-là, je progressais assez régulièrement. Et puis voilà. Et puis après, ben, sur toute la saison internationale avec le K4. Donc là, pour le coup, c'était avec Vincent Lecrubier, Seb Jouve et Philippe Collin. Ben, tout de suite, on a trouvé une certaine osmose. On avait un équipage qui allait vraiment bien. On avait des leaders dans le bateau qui vraiment prenaient le truc en main. On avait Vincent Lecrubier à l'avant qui faisait un super boulot, qui était un super technicien. Et puis au milieu de tout ça, on avait moi, le petit con, qui était là un peu sans trop savoir pourquoi, qui suivait tout le monde et puis qui y allait à fond, quoi, un peu la fougue de la jeunesse, tout ça, quoi. Et en fait, on avait un super bateau qui tenait bien la route, quoi. Donc, on se posait pas trop de questions. Et
Puis voilà, hein, une médaille, on la prend, hein, donc on en était bien heureux. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 pour que tu sois pas dans le K4 justement qui a gagné de mémoire? Ouais, donc en 2010, il gagne. Donc le bateau avait changé à moitié. Il n'y avait plus que Seb et Philippe dans le bateau. Et les deux autres, c'était Étienne Hubert et Arnaud Ibois. Et en fait, donc Vincent Lecrubier, lui, il avait fait une petite contre-perf sur les piges. Et c'est pour ça qu'il était sorti du bateau. Et moi, j'étais à côté de la plaque complète. Hein. Je crois que j'étais dans les finales B en monoplace. En fait, si j'avais la réponse, si je pouvais expliquer pourquoi j'avais été si nul, eh ben, je l'aurais sûrement pas été. Mais je sais pas. Je pense que je me suis posé un peu trop de questions une fois qu'on a été vice-champion du monde. Je pense que j'ai eu peut-être trop d'ambition, ou je sais pas, je me suis dit, allez, maintenant, il faut que je passe encore un cap. Et en fait, ça a été une marche que vraiment j'ai loupé complet. Je suis redescendu d'un cran et 2010, j'avais pas le niveau du tout, du tout. Et j'ai mis plusieurs années avant de reprogresser, de retrouver un niveau intéressant, quoi. Et est-ce que on peut mettre ça sur le compte que tu as peut-être changé de lieu d'entraînement? Tout à l'heure, tu disais que tu as fait tes études en région parisienne et que toi, tu étais à Strasbourg. Donc, j'imagine que tu as changé de lieu d'entraînement et changé d'entraîneur à ce moment-là, à peu près. Ouais, mais non, non, je pense que clairement ça explique pas ça. Ou alors pas totalement. De toute façon, je suis passé de Strasbourg à Vers-sur-Marne en septembre 2007. Donc je me suis quand même entraîné 2 ans à Vers-sur-Marne avant de faire la médaille. Et ensuite, j'ai encore fait 2 ans à Vers-sur-Marne et pendant ces 2 ans, j'avais pas de solution. Ensuite, je suis parti à Rennes en 2011. Et là encore, j'ai quand même mis pas mal d'années avant de vraiment me refaire une place en équipe senior. Et en fait, jusqu'à 2017 quasiment, j'étais seulement en équipe B ou alors j'étais en équipe A, puis on me désélectionnait en cours d'année. Enfin voilà, c'était quelques années un peu dures, ou en tout cas, j'arrivais pas du tout à atteindre mes objectifs. Quand on est en équipe B, est-ce qu'on est quand même sportif de haut niveau officiellement? Officiellement, bah, j'étais sur liste ministérielle. Ça, j'ai toujours été, je crois. Après, oui, j'ai toujours été en pôle France aussi. Ça, j'ai eu cette chance, c'est que la Fédé m'a toujours donné accès aux structures et puis aux entraîneurs nationaux. Et puis, entre guillemets, j'étais un peu professionnel. À l'époque, j'avais une CIP. Du coup, je pense que c'est un concept que mes copains d'avant, ils ont déjà dû discuter un petit peu avec toi dans les autres podcasts. Donc en gros, je bossais à mi-temps et j'étais payé plein temps, donc je pouvais m'entraîner tout en subvenant à mes besoins. Donc en tout cas, la démarche était la même. Je veux dire, en 2009 ou en 2013 ou aujourd'hui en 2021, je pense que voilà, mon quotidien, on me demande qu'est-ce que je fais, je dis je fais du kayak et j'essaie de faire des médailles aux échéances internationales. Après, bah, il y a des années où ça marche, il y a des années où ça marche pas, quoi. Ça, c'est toute la beauté du truc, quoi. Est-ce que quand tu es en équipe B entre guillemets, tu arrives à avoir des sponsors quand même? J'ai l'impression que quand tu as des sponsors, quand tu es vraiment au top niveau et quand tu es juste un peu en dessous, qui est déjà le top niveau, et ben surtout en kayak, tu as peut-être du mal à avoir des sponsors ou des aides, je sais pas, des régions ou des comités. Eh ben, tu vois, aujourd'hui, en fait, on est en 2021, les années où pour moi c'est le plus dur de trouver des sponsors et des moyens, des régions, des subventions du CNOSF ou maintenant donc de l'Agence nationale du sport. Vraiment là où c'est le plus dur, c'est depuis 2-3 ans, où la politique elle a un petit peu changé et où maintenant le concept pour moi du mouvement sportif, on va dire pour englober tout ça, hein, les institutions, la fédération, le CNO et compagnie, c'est de mettre le paquet sur les médaillables, c'est-à-dire en fait les mecs qui ont déjà fait des médailles et beaucoup moins sur les potentiels. Et moi, clairement, là, depuis 2-3 ans, j'ai quasiment plus aucun soutien, alors que, comme je te disais, même en 2013, 14, 15, quand j'étais en équipe B, j'avais une CIP, j'avais une région qui me soutenait financièrement. C'était plus simple à l'époque. Après, en plus, maintenant, ben, depuis un an, il y a le Covid. Tu vois, récemment, je pense que tout le monde a dû lire dans l'équipe des articles disant que les athlètes ou les tennisman, ils perdent tous leurs contrats avec leurs équipementiers, les sportifs professionnels. Mais là, ils parlent de mecs qui avaient des contrats avec des millions et puis aujourd'hui, ils ont plus que 500 000 euros. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais des montants comme ça. Seulement, nous, kayakistes, on était contents qu'on avait quelques dizaines de milliers d'euros à l'année.
Là, aujourd'hui, trouver une région qui veuille bien aider à acheter un kayak, c'est quasiment plus possible, quoi. En tout Ok, cas, ça se... ouais, à ce point-là. Ouais, 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 là, ça devient vraiment très, très, très compliqué. Moi, là, j'arrive en... En fait, j'ai eu une CIP pendant des années et ça s'est terminé donc il y a 2 ans. On m'a dit clairement, pour le reste de ma carrière sportive, je n'aurai plus de CIP. Et bon, ben maintenant, donc j'étais sur j'avais une période de chômage puisque j'avais travaillé pendant des années. Mon chômage va s'arrêter dans quelques mois. Ben, je pense que ça va être le RSA ou un hypothétique mécène, mais pour l'instant, je vois pas le bout du tunnel, quoi, tu. Ok, putain, mais j'ai aussi une autre hypothèse entre guillemets. T'as beaucoup de marques ou de sponsors qui sponsorisent plus un nombre d'abonnés qu'un niveau sportif. Moi, je trouve ça assez incroyable. Mais en fait, comme au kayak, c'est très peu mis en avant. Et Mhm. en même temps, c'est difficile à mettre en avant parce que tu es sur l'eau, donc il faudrait quelqu'un qui filme, il faudrait vraiment quelqu'un qui fasse les Ouais. photos, qui fasse tout. En fait, je pense que les marques, malheureusement, elles préfèrent encourager un influenceur qui est pas du tout sportif, mais qui va mettre les vêtements de sport, qui a l'apparence du sportif, plutôt que le kayakiste qui est en passe de se qualifier peut-être pour les Jeux Olympiques ou qui a fait 10 ans qu'il est en équipe de France, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, mais moi, quelque part, ça me paraît un peu logique. Alors, bon, j'ai fait un peu des études, donc un peu dans la com, mais surtout dans le marketing. Et en fait, en fait, on montre rien, nous, les kayakistes. On n'a pas d'image. On nous voit une fois de temps en temps quand on arrive à sélectionner aux Jeux Olympiques. Donc, moi, on m'a jamais vu, en fait. Il y en a très peu qu'on voit aux Jeux Olympiques. Même quand on passe aux Jeux Olympiques, quand même, c'est pas les kayakistes qu'on met les plus en avant. Et entre ça, pendant 4 ans, on ne nous voit quasiment pas. Si on veut nous regarder, bah, faut aller sur YouTube, faut taper Planète Canoë, ça, tu demandes à 99,9% des Français s'ils connaissent ou s'ils l'ont déjà fait, bien sûr que non, ils l'ont jamais fait. On passe pas à la télé, les journalistes ils parlent pas beaucoup de nous, donc on n'existe pas. Donc évidemment pour les sponsors, c'est un peu dur. Par contre, il y a le côté, effectivement, quand je dis tout ça, moi je m'en plains un peu, tu vois, je regrette qu'on soit pas plus mis en avant. Mais aussi d'un autre côté, je pense que c'est à nous, quand je dis nous, c'est les sportifs, c'est les clubs, c'est la fédération, c'est les bénévoles, ce sont les professionnels du kayak. En fait, c'est aussi nous, on se met pas assez en avant. Je pense qu'on n'a pas assez d'événements, on va dire sexy entre guillemets, où on fait pas assez le spectacle, on fait pas beaucoup de shows, on se montre pas. En fait, si les gens nous voient pas, c'est aussi parce on ne se montre pas nous-mêmes, quoi. Donc, quelque part, en tout cas, on a une grosse part de responsabilité là-dedans et je pense c'est à nous d'inventer des événements pour rendre la pratique du canoë-kayak attrayante, pour que des gamins ils voient ça et disent Pouah, c'est impressionnant, Maxime Beaumont il va à 25 km/h, regarde le K4, la puissance que ça dégage. C'est plein de choses. C'est ce que d'autres sports ont réussi à faire les dernières années, comme je pense, je parle souvent du biathlon en sport d'hiver où à la base c'est quand même un sport que très peu de monde pratique, hein. Déjà le ski de fond c'est pas très pratiqué. Tu rajoutes ça en plus avec du tir, c'est quand même un sport pas très accessible. Mais les mecs ils arrivent à faire un spectacle, à faire le show, ils font des médailles, ils arrivent à remplir des stades de foot quand ils font des exhibitions. C'est plein de petites choses. Et voilà, nous on est plus ancré dans un truc traditionnel. On fait nos courses traditionnelles, on n'est pas très bien filmé, on n'est pas très bien mis en valeur. Donc, bah, forcément, on n'intéresse pas grand monde et on n'intéresse pas beaucoup de sponsors non plus. Je pense que c'est un tout, en fait. C'est assez global. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, on est à peu près de la même génération. Et je trouve que c'est dur pour nous, d'un point de vue de l'éducation qu'on a reçue, de se mettre en avant si on trouve qu'on fait rien de particulier, tu vois. Tu fais du ski, c'est bien, je Ouais, vois que tu mets des stories et tout, je vois ce que tu mets. Mais voilà, moi je trouve ça bien. Mais c'est sûr que un petit jeune qui est né avec Internet, avec les réseaux sociaux, bah lui il se filmerait toute la journée, dès qu'il mange un truc, dès qu'il fait quelque chose. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression, en tout cas moi j'ai du mal avec les réseaux sociaux justement là-dessus, à partager des trucs banals. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qu'il faudrait faire et qui est dur à intégrer, étant donné qu'on n'a pas grandi avec ça. ouais, peut-être. Ouais. Effectivement, moi, les réseaux sociaux, je trouve pas que je me sens pas très à l'aise avec ça. Et voilà. Moi, je pense, j'ai l'impression que les plus gros progrès qu'on pourrait faire, c'est plus sur les événements. C'est-à-dire, tu vois, en course en ligne, là, maintenant, on a ancré quelque chose depuis quelques années, c'est les Open de France, ces compétitions à Vers-sur-Marne, qui sont super top.
techniquement, elles sont top. On a des systèmes de départ, un bassin très professionnel, on a tous les meilleurs athlètes français, on a vraiment des courses avec des résultats des fois surprenants. Tous les ingrédients sont là. Par contre, on ne fait pas de pub, on n'est pas filmé, ou alors simplement sur une chaîne qui reste quand même, je crois que c'est sur Dailymotion, ouais, il me semble. Il y a quelque chose qui est fait, mais c'est pour les adhérents de la FFCK en fait. C'est pas très, on peut pas le diffuser Un peu par exemple loin. sur une TV. Voilà, c'est pour les connaisseurs quoi. Euh, et en fait, il n'y a pas de show autour. Et pareil pour les championnats de France. C'est une super compète, les championnats de France, tu vois. Dans le kayak, on est très fort enfin, on est très fort. En tout cas, hein, il y en a un credo, c'est l'esprit club. Et là-dessus, je pense qu'on est quand même plutôt bon. On arrive à avoir cet esprit club, c'est-à-dire un peu tribu, un peu on est tous copains, on est dans des assos, on se bagarre, le club de Saint-Laurent, le club d'Auxerre, le club de Saint-Grégoire, tout ça. On est une grande famille, ça c'est super bien. Par contre, on est une famille pas très visible, pas très ouverte sur tout le monde. On fait pas des spectacles grand public, on a du mal à intéresser les gens qui sont autour de nous, on fait pas un super show. Et du coup, ben, on est un peu condamné à rester dans notre petit cercle de passionnés. Alors je sais pas, peut-être que c'est très bien comme ça, mais peut-être qu'on pourrait aussi essayer d'en sortir un peu et puis essayer de grandir un peu plus. Peut-être ça pourrait valoir le coup. Et d'ailleurs, bah, je parle un peu tout seul, désolé, hein, mais Non, t'inquiète, je pense que c'est bien. c'est un peu aussi la base du problème qu'on a eu, enfin qu'on a depuis début décembre, avec la suppression de distances olympiques. Aux Jeux de Paris 2024, on va perdre le 200 mètres hommes et femmes. Pour moi, la base de ce problème-là, c'est un peu pareil, c'est qu'on a un super sport, franchement, j'en suis persuadé, et je pense que les gens qui s'y intéressent, ils sont d'accord. Il y a plein de pays qui sont en compétition, c'est très universel, ça peut être hyper visuel, il y a vraiment du spectacle, il y a des rebondissements, mais on se met pas en valeur. On est très traditionnel, mais un peu dans le sens ancien du terme. On n'arrive pas beaucoup à évoluer depuis des années. On fait toujours la même chose, mais simplement on remplace du 200 par du 500 mètres ou du 500 mètres par du 200 mètres. Et à la fin, on a l'impression qu'on évolue, mais on n'a rien changé. Et du coup, c'est un peu cet immobilisme. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on combatte et qu'on soit plus dynamique, qu'on essaye plus de choses, qu'on change un peu les formats de course, qu'on fasse de la com, voilà, plein de petites choses autour de notre sport pour le mettre en valeur en fait et pour que les gens puissent le voir un peu plus. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, que t'as soit le haut niveau, soit rien, en fait. Tu vois, quand t'es amateur, un peu comme moi, qui s'entraîne 4 fois par semaine, Mhm. ou un peu plus l'été quand il fait beau, bah, en fait, t'as pas grand-chose. T'as pas, en fait, cet effet, tu vois, quand tu fais du foot, Mhm. bah, ok, t'as l'équipe de France, t'as ceci, mais t'as les championnats départementaux, t'as plein d'équipes, toi, t'as plein de monde, plein de monde, plein de monde. Et là, on a Mhm. l'impression qu'il n'y a pas un peu cet entre-deux, tu vois. Il n'y a pas ce Ouais. truc. Soit tu débutes et t'es gamin, et c'est ce que j'en parlais avec Francis. Tu Mhm. débutes, t'es gamin, t'as 15 ans, on s'occupe de toi à fond, on te pousse et tout. Et puis quand t'as 25, 30, 35 ans, jusqu'à temps que tu sois un peu master, bah en fait, Mhm. t'as rien, quoi. Tu sais, Ouais. t'es un peu fourré, quoi. Ouais, Et c'est donc, clair, c'est t'as ça qui raison. fait que je pense que t'as pas la masse, quoi. Ouais, t'as raison. Bah, de toute façon, parmi les compétiteurs, clairement, on voit que dès qu'on atteint 20-25 ans, bah, souvent les gars, ils bifurquent vers les études et vers le boulot. Et le kayak, ça disparaît quasiment. Et c'est vrai que là, il y a toute une génération à chaque fois, qui nous manque un peu. Après, encore une fois, je pense qu'il existe des choses. Tu vois, moi, le premier truc auquel je pense, c'est la régate de Decize, qui est fin juin ou début juillet en général. Il y a Boulogne-sur-Mer qui a souvent organisé une régate internationale. Il y a Saint-Laurent-de-Blangy, depuis quelques années, bah ça me tient à cœur, il y a le Brest Kayak Festival. Là, pour le coup, moi, en tout cas, j'avoue que c'est un truc qui pourrait faire durer ce genre de public, ce genre de semi-compétiteurs, ou je sais pas comment tu les appellerais. Ces gars de 20, 25, 30 ans qui veulent s'entraîner, qui veulent pas forcément faire du très haut niveau, mais qui adorent le kayak. Et c'est des événements, je pense, un peu qui mêlent vraiment de la compète et à la fois le côté festif, le côté on partage une pratique, on est content de se retrouver. En plus, le kayak, quand on fait ça l'été, il fait beau, on passe des bons moments sur le bord aussi. Et tu vois, tous les exemples que je viens de te donner,
Decize, Boulogne-sur-Mer, le Brescac Festival. Bah, c'est des trucs quand même où on a du mal à déplacer les foules, quoi. Il y a rarement plus de 200 ou 300 personnes alors que c'est un truc national. Et je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait ramener tout ce monde-là, mais à mon avis, c'est en proposant ce genre d'événement, en plus des championnats de France et des compétitions vraiment, tu vois, structurantes, les championnats régionaux, les interrégionaux, ça en a besoin parce que c'est un peu la base de la compétition, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est rendre la compétition plus fun par des événements comme, donc encore une fois, Decize, Saint-Laurent-de-Blangy, tout ça. Je pense que c'est un échelon sur lequel on a un peu du mal. On reste très souvent sur les compètes traditionnelles et on a du mal à sortir du cadre et à proposer des trucs qui bougent un peu, quoi. Non, mais moi, ce que tu me dis, bah, je connaissais le Braise Kayak Festival. Les autres, je connaissais pas, donc j'ai noté pour regarder. Mais Mhm. ouais, effectivement, d'un point de vue communication, j'ai pas l'impression que ça sorte. Tu vois, et pourtant, je Mhm. suis à moitié, un peu plus qu'à moitié de loin, et j'en entends pas parler de tout ça en fait. Et est-ce que justement, parce que tu as lancé très récemment ce qu'on va appeler, comment tu l'appelles, Burg Air, avec, est-ce que c'est pour toi quelque chose justement dans cette optique de communication? Alors Burger, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est juste une page Instagram et puis Facebook aussi, sur lequel je mets des vidéos en ligne. Ça a commencé il y a un an, en fait, je me suis acheté un petit drone, hein. C'est un truc que de plus en plus de sportifs ont dans leur valise, hein. Et bon, à la base, déjà, en fait, j'aime bien partager les belles choses qu'on fait. Et, tu vois, avant d'être un sportif de haut niveau, je pense que je suis un sportif tout court. Tu vois, bah, ce matin, j'ai fait 3 heures de raquette, il y avait zéro compète, hein. Mais juste, on était content d'aller courir dans la puff, et puis de se plaquer au sol avec les copains, et puis d'arriver d'être tout fatigué, et puis on dévore une raclette, et puis ça ira mieux après, quoi. Et bah, moi, en fait, j'aime bien partager ce genre de petits moments, et puis, ouais, je pense, pour beaucoup de sportifs, l'intérêt de faire du sport, c'est de partager des expériences, de partager des émotions, de partager des moments. Donc, Burger, pour moi, c'est le premier truc. En plus, il y avait un truc tout con quand j'ai lancé la page, c'est que comme j'avais ce drone, il faut que je le pilote ce drone. Et comme je le pilote, je peux pas me filmer. Donc je filmais les autres. Donc en fait, si je voulais montrer ces images de mes amis et de mes coéquipiers, il fallait que je le mette sur un compte autre que le mien. Donc c'est pour ça que je l'ai créé. Après, ouais, je pense que c'est un peu ça, c'est de montrer les expériences qu'on vit. Et puis, bon, si ça peut donner envie, tant mieux. Si des gens peuvent se dire que faire du sport c'est cool, voilà, moi ça suffit quoi. Et puis l'autre truc aussi, c'est que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis au chômage, du coup, j'ai plus grand chose à faire de mes journées à part du sport. Donc ça m'occupe mes après-midi de repos, de filmer, de monter des vidéos quoi. Donc, voilà. Puis Ah ça, ouais, bon, moi, je trouve ça super ce que tu fais avec les drones, et effectivement, je trouve que bah, c'est des super images, ça donne envie. Et je pense que effectivement, c'est ce qui manque aujourd'hui, bah, au kayak. Là, on parle un peu de cette médiatisation, mais c'est ce qui manque, c'est Mm. ces belles images-là, qui sont pas en fait des images anormales, mais qui sont les vraies images du kayak en fait, Ah ouais, et c'est clair. qu'on voit nulle part. Tu vois, s'il y avait des vidéos comme ça sur les régates que tu dis, que tu as citées, Mm. mais je suis sûr que Mm. ça attire du monde en fait, parce qu'on se dit putain, mais c'est super beau, putain, mais c'est incroyable. Tu sais, moi, la première fois que j'ai vu du kayak, je me souviens, c'est un pote qui m'en avait parlé, il me dit on va faire du kayak. Alors, tu sais, moi, je tape sur le net et tout, et puis dès que j'ai vu ça, je dis ah, putain, mais c'est génial en fait. Tu sais, Mm. je me suis dit, le kayak course en ligne, c'est putain, les mecs. Je me suis dit, putain, les mecs sont balèzes, ils tirent super fort, putain, ça glisse et tout. Je me suis dit, mais c'est top, quoi. Sauf que, en fait, bah, comme il n'y avait pas d'image avant, etc., j'ai dû faire des recherches et tout, et c'était quoi, il y a 4 5 ans. Et sinon, bien sûr qu'il y avait eu des images comme toi tu fais actuellement, tu tombes dessus, tu te dis, putain, mais c'est génial, t'as envie de venir voir, tu te dis, Mm. Bon, faut pas s'enflammer quand même. Les quelques images que je mets, c'est tout minime. Mais effectivement, ça montre ce que tu dis. Et ce qui rejoint ce que je disais aussi juste avant, par exemple, avec les Open de France, on a des super compètes. Mais imagine, on filme ces compètes avec des vraies caméras, avec des vrais drones. On a des commentateurs professionnels qui arrivent à raconter, qui connaissent les mecs, qui racontent leur histoire. Et puis, tu as plusieurs Open de France dans l'année. Donc, si quelqu'un en voit un, et puis il va voir, waouh, putain, il y a Francis Mouget. Putain, là, lui, il est impressionnant. Il a fait un truc, mais il fait que troisième.
putain, est-ce que la prochaine fois il est capable de passer une étape ou quoi? Et ces personnes elles vont revenir à la fois d'après. En fait, c'est un peu un tout. C'est que je pense qu'on a un super bon produit dans le sens, on a un super sport qu'on peut vraiment mettre en valeur. On a vraiment quelque chose qu'on peut montrer. Mais comme on le met pas en valeur, et ben en fait, personne n'en est vraiment conscient. Même si, comme tu l'as dit encore une fois, quand des gens voient du kayak en général, souvent, ils disent c'est impressionnant. Alors, ils se reconnaissent pas forcément dans nous, le grand public, parce que souvent, les kayakistes, on est baraqués, on est musclés, on fait un truc que les gens ne comprennent pas très bien. Enfin, ils ont déjà fait du kayak, mais ça ressemble quand même pas à ce qu'on fait. Mais ils sont impressionnés quand même, et ça intrigue, je pense. Et si en plus, on pouvait faire plus de médailles, parce que ça, quand même, ça aide aussi, hein. Quand tu as un Français qui joue la médaille et qui va la faire. Ben, ça, je pense que ça pourrait vraiment nous permettre de nous montrer sous notre meilleur avantage, d'accrocher l'attention de quelques personnes et peut-être d'entrer un peu plus dans l'esprit des gens. Et je pense que c'est un tout. Je pense que les athlètes, grosso modo, moi j'ai envie de dire, on fait le boulot. Juste, il faudrait qu'on fasse encore plus de médailles pour être plus souvent mis en avant. Par contre, tout ce qu'il y a autour, comment on est filmé, comment on est interviewé, comment les commentateurs ils nous vendent, comment on arrive à Ouais, c'est ramener sûr. des Dès que t'as une super. spectateurs sur le bord pour avoir de l'ambiance. Regarde les images des championnats du monde de 2019 à Szeged quand tu as 10 000 personnes sur le bord qui hurlent à la mort. Ça prend au trip et je pense que c'est vraiment du spectacle sportif. Mais c'est des images qu'on voit trop rarement et qu'on met pas assez en valeur pour être plus reconnu, quoi. Récemment, je suis tombé sur une vidéo de toi avec Ocean Park, qui est d'ailleurs une très belle vidéo sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu travailles avec Ocean Park? Oui, on peut dire qu'on travaille ensemble. Enfin, bon, je dirais plutôt on est un peu copains. C'est eux qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux. Voilà, Ocean Park, c'est une petite marque bretonne, enfin plus si petite, quoi, qui se développe plutôt pas mal et qui est un peu orientée sur le monde des sports de glisse, du surf en particulier, mais les sports de glisse en général. Et puis, bon, je sais pas, on s'est rencontrés, on a fait un petit shooting photo, et puis bah, mon univers, on va dire, et surtout tout ce qui est autour du club de Saint-Grégoire, et donc ce qu'on voit dans cette vidéo, bah, ça leur a plu, et puis voilà, c'est des mecs super sympas, on s'entend bien, ils m'encouragent, ils me soutiennent, et puis bah, moi je suis super content de porter les couleurs voilà, d'une petite marque ambitieuse et cool à la fois. Je trouve que en fait, je me reconnais un peu dans leur projet et ça me fait vraiment plaisir de les suivre de loin, quoi. C'est- Ouais, ben, je me demandais ça parce que c'est ce qu'ils font, c'est très propre. Je trouve que leur univers graphique est très beau. Ah ouais, ils sont hyper pros, par contre, ça c'est clair. Mais comme dit, ils sont hyper pros et hyper cool et sans se prendre la tête en même temps. Donc, ouais, pour moi, ils ont vraiment une super philosophie, ouais. Ouais, ouais, ils ont la bonne image qu'il faudrait pour le kayak. C'est pour ça que je te parlais de ça. Euh, Bien d'accord. je voulais revenir un petit peu sur l'évolution de ton entraînement au fil des années. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton entraînement de kayak de course en ligne au fil des années? J'ai pu voir que dans une récente interview, quand tu as gagné les Open de France en 2020, tu disais que toi, ton point fort, c'était le départ et que tu avais du mal à maintenir ensuite ta vitesse de base, tu disais. Mhm. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu, ce manque de vitesse de base et que tu as peut-être réussi à combler? On va y revenir après. Euh, et est-ce que c'est dû par exemple à ton entraînement ces années précédentes ou même pas? Ouais, ben, effectivement, là, ce que tu viens de dire, c'est un truc qui est vraiment récurrent chez moi. J'ai envie de dire, quelle que soit la distance de course, en général, je démarre très fort et souvent je finis très fort aussi. Et pour autant, je gagne pas à tous les coups, ça veut dire que ben, au milieu, il y a un truc qui passe pas très bien, quoi. Alors déjà, je suis plutôt un gabarit léger, hein, je fais moins de 80 kilos et pour un kayakiste, c'est plutôt léger. Et t'es assez petit entre guillemets pour un Ouais, kayakiste, non? ouais, je fais 1m81. C'est pas tout petit, mais c'est plus. Je suis quand même. Souvent, je regarde mes coéquipiers d'en bas, quoi. Tu vois, je suis pas capable de te dire qui est-ce qu'il y a une calvitie dans l'équipe de France, par exemple. Donc, ouais. Et donc, forcément, j'ai un gabarit qui favorise l'accélération et un peu moins l'inertie. Donc, je pense c'est une première explication un peu. Et puis après, je pense que
c'est un peu ma technique et puis mes propriétés motrices, quoi. Je pense que je peux être véloce et par contre, je suis pas hyper puissant. Ça, c'est un peu une caractéristique de base. Après, Mais du coup, alors, pourquoi tu fais pas du 200 mètres si tu démarres super vite et que tu finis super eh fort? ben, comme dit, même sur 200 mètres, je pense que je suis parmi les meilleurs au départ. Enfin, en tout cas, je me défends bien. Mais par contre, même déjà sur 200 mètres, j'arrive pas trop à maintenir ma vitesse jusqu'au bout. Souvent, je pars correctement et je dégringole au fur et à mesure de la course. Et après, c'est peut-être aussi un peu mental, hein, peut-être que. Enfin, d'ailleurs, c'est un tout, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit côté un peu où je peux être un peu fougueux. Quand je suis en forme, ma technique va bien, du coup, je vais à fond et je réfléchis pas trop. Tu vois, d'ailleurs, ça revient, c'est ce qu'on disait il y a au début de l'interview, là, sur le 500 mètres. Je crois que je suis assez. Quand je calcule pas, je peux faire des trucs. Par contre, quand je commence à fatiguer ou quand il faut commencer à être un peu malin, ben là, peut-être que toutes les connexions se font plus et je perds ma technique et du coup, je perds ma vitesse et ainsi de suite, quoi. Et ben, j'en suis assez conscient, tu vois, mais c'est quand même un défaut que j'ai du mal à corriger. Quand même, ça fait des années avec différents coachs, on l'a bien repéré, j'ai déjà bien bossé là-dessus. Il y a des fois où j'arrive à faire des progrès, hein. Tu vois, l'Open de France l'été dernier, là, sur le 1000 mètres, j'ai vraiment réussi à passer un cap. Mais depuis, j'ai aussi fait d'autres courses où ben, je suis retombé dans mes travers. Donc voilà, c'est quelque chose que je maîtrise pas parfaitement, là, ce train de course, cette vitesse de croisière. Et voilà, faut que je continue à bosser là-dessus. Après, je pense aussi, moi, il y a toujours un truc que j'ai un peu du mal, c'est que je suis pas un très bon individuel. En monoplace, j'ai un peu du mal. J'ai toujours l'impression qu'en équipage, j'arrive à bien plus m'exprimer. Dans un bateau où il y a de l'inertie, où il y a plus de puissance, du coup, forcément, comme on est plus nombreux. Et c'est un truc où j'arrive à avoir un peu plus de régularité. Et voilà, en monoplace, j'ai pas encore trouvé toutes les clés, quoi. Donc, faut que je continue à bosser là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait presque 20 ans que tu fais du kayak. Est-ce que tu crois et donc au bout de 20 ans, tu vois, on parle de régularité dans le monoplace, donc on pourrait se dire au bout de 20 ans que ce serait presque acquis, tu vois, pour pas dire Mhm. acquis. Est-ce que tu penses que ça peut être dû à tes entraînements lors de tes premières années, avant que tu identifies ce point faible-là? Ouais, c'est possible, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps, mais et honnêtement, je pense que ce que je dis, c'est pas très original, hein. Je pense que tu prends n'importe quel top athlète, tu peux trouver ses points forts et ses points faibles assez vite, hein. Il y en a d'autres, justement, ils vont pas être capables d'être très véloces, mais très puissants. Et du coup, tu vois, ils auront qu'une seule vitesse, ils vont partir tout doucement, mais par contre, ils seront inarrêtables et finalement, à la fin, c'est eux qui vont débouler. Ça fait partie de l'ADN de chacun, en fait, je pense, des trucs comme ça, quoi. Mais ça n'empêche pas de le bosser et de s'appuyer sur ses points forts et de gommer ou en tout cas de mettre entre parenthèses ses points faibles pour aller le plus vite possible, quoi. Et ça, je pense, c'est ce qu'on fait tous les jours à l'entraînement et quand on s'aligne sur les compètes. En quoi ça consiste tes entraînements pour travailler justement cette vitesse de croisière? Ben ça, pour moi, c'est quand même principalement technique le truc parce que physiquement, en fait, j'ai pas de problème d'endurance ou de tenir un effort. Surtout quand on voit que je fais des courses des fois où je suis capable de relancer fort sur la fin de course. Ça veut dire que j'ai de l'énergie et que je suis capable. C'est plus de maintenir ma technique, c'est-à-dire l'avancement par coup de pagaie sur toute la course. Et du coup, ça passe. Pour moi, les séances clés, ce sont les séances de puissance aérobie, où on fait des efforts justement assez longs de 3-4 minutes, voire même 6 minutes, où bah, justement, j'essaye sur un effort qu'on va dire de 4 minutes, ben, je vais me dire toutes les 30 secondes, il faut que je me concentre pour que vraiment ma vitesse, elle se maintienne coûte que coûte. Je trouve les solutions techniques pour planter ma pagaie et avancer mon bateau par-dessus. Donc voilà, pour moi c'est mental, et puis c'est avec les coachs qu'il faut trouver les solutions pour résoudre ça, quoi. Est-ce que c'est des séances que tu aimes faire? Non, bah non, justement pas. Ah voilà. Ouais, Ok. moi, en tout cas, clairement, c'est bosser mon point faible. Et bah, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais moi, j'aimerais ce qui est le plus plaisant, c'est de s'appuyer sur ses points forts.
Donc, à l'inverse, une séance de puissance aérobie, par exemple, où on va faire des efforts très intenses d'une minute, ben moi, ça, c'est un truc j'adore. J'ai l'impression que je peux créer beaucoup de vitesse, je suis pas en défaut, j'arrive à aller au bout de l'effort, j'arrive à répéter ça plusieurs fois. Donc, à l'inverse, bosser mon point faible, ben, c'est laborieux un peu. Mais par contre, quand il y a le résultat derrière, quand j'arrive à faire une bonne course comme celle que je te disais en exemple juste avant, eh ben, c'est hyper valorisant, c'est hyper euphorisant, t'es super content de ta réalisation, quoi. Donc c'est quand même, quelque part, il y a quand même, c'est quand même avec plaisir que je le fais, ou en tout cas avec envie, on va dire. Plus jeune, tu disais que tu avais fini troisième au championnat de France de fond. Donc, tu as quand même ce foncier, en fait, qui est déjà là, j'ai envie de Ouais, dire. ouais, comme je te disais, je pense vraiment pas que le problème il soit foncier. Je suis sûrement pas le plus gros caisson du circuit, hein. C'est pas moi qui ai la plus grosse caisse ou quoi que ce soit. Je suis pas spécialement fan des efforts longs ou des séances d'aérobie interminables à des vitesses pas possibles, hein. Mais ça, c'est pas mon point faible. Donc, comme dit, c'est pas là-dessus. C'est plus vraiment sur la réalisation d'une course, sur mon investissement sur chaque coup de pagaie, sur est-ce que je reste bien gainé, est-ce que j'arrive à propulser mon bateau avec mes jambes du début à la fin pendant 3 minutes 30 sur une course de 1000 mètres. C'est plus ça, quoi. C'est là-dessus que tu travailles. Donc, techniquement, c'est garder. Je vais simplifier, simplifier, dire avec mes mots, mais en gros, garder tes pieds au fond du bateau, bien pousser dessus, rester grand, te Ouais, tracter. exactement. Surtout qu'aussi, un truc que j'ai pas dit, c'est que vraiment, je pense que la distance sur laquelle je suis le plus à l'aise, pour moi, c'est évident, c'est le 500 mètres, ou le 400 comme on fait aux Open de France. Mais bah là, depuis 2 ans, comme on a loupé la qualif en K4 pour les Jeux, ben, ma seule option pour aller encore aux Jeux à Tokyo, en espérant qu'ils soient maintenus, c'est le K1 1000 mètres. Et là, pour le coup, le 1000 mètres, pour moi, ça a toujours été une distance sur laquelle je peux être bon, mais j'ai jamais encore vraiment sorti de la course, quoi. Et pour ça, effectivement, c'est comme tu dis, rester au fond du bateau, pousser sur les cale-pieds et rester vraiment investi pendant 3 minutes 30, quoi. C'est ça mon défi, quoi. Ouais, bah là, comme oui, j'avais vu les Open de France, tu avais fait un super Open de France, tu avais gagné sur 200 et sur 400 en plus. Mhm. Ouais. C'est pas de conneries, donc ça a l'air, tout a l'air en toi. Est-ce que justement tu fais un travail de préparation mentale à côté avec un préparateur mental? De façon ponctuelle, ouais. Alors, la préparation mentale, j'en ai déjà fait avec plusieurs intervenants. Euh, j'ai jamais accroché sur du long terme. Voilà, il y a des petites choses que j'ai pioché à droite à gauche, mais sans plus. J'ai plus bossé ensuite avec des psys. Où vraiment, pour le coup, c'était même plus vraiment du kayak, c'était plus ma vie en général et bah, qu'est-ce que j'allais trouver dans le kayak peut-être. Mais ça parlait pas du tout de technique ou de sport. Et puis ensuite, en fait, la préparation mentale, on en parle beaucoup depuis des années. On pourrait même presque dire que c'est un peu un effet de mode. Mais pour moi, ça apporte rien de nouveau dans le sens où j'avoue que la préparation mentale, c'est ce que je fais tous les jours avec mon coach ou mes coachs, parce qu'en l'occurrence, je bosse beaucoup avec deux coachs différents. Enfin, deux coachs qui bossent en équipe, mais deux personnes différentes, quoi. Et bah pour moi, en fait, c'est mes entraîneurs, mes préparateurs mentaux, c'est avec eux qu'on discute technique, physique et mentale et comment j'aborde la course et puis qu'est-ce que sur quoi je vais me concentrer tous les jours pour passer des caps. Donc voilà, je fais de la prépa mentale comme tout le monde, hein, tous les jours, on essaie de se pousser au maximum, quoi. Dans le milieu, j'ai cru comprendre que tu étais connu comme quelqu'un de très travailleur et que c'est peut-être quelque chose qui t'avait porté préjudice de trop en faire justement et d'arriver cramé aux compétitions. Et que justement, à partir de, je crois que c'est 2016 où tu t'es fait une ou deux hernies discales, tu as Mhm. changé un peu ta vision, je sais pas dire de l'entraînement, mais ton implication, je sais pas comment on peut dire ça, et que depuis ça Mhm. va mieux Ouais, à ce bah, niveau-là. alors je vois que tu as vraiment bien regardé la vidéo d'Ocean Park, hein. Je crois que c'est là-dedans, c'est Herman Le Marek qui en parle. Et Herman Le Marek, c'est sûrement la personne qui est le mieux placée pour le savoir. Euh, Bah là où j'ai vraiment eu un gros breakdown, c'était, en tout cas le plus gros que j'ai eu, c'était quand j'étais junior, et je t'en ai parlé tout à l'heure, où j'avais vraiment bossé comme un malade alors que j'avais à peine 18 ans et j'avais pas forcément un gros bagage avant ça.
Et par chance, j'ai vraiment eu cette baisse de régime à un moment où il n'y avait pas de compétition très importante, donc j'ai eu le temps de me refaire la cerise. Mais comme tu l'as dit, mine de rien, j'ai pas tout résolu parce que c'est fin 2016, début 2017 où j'ai contracté une hernie discale. Et effectivement, je pense qu'il y avait un peu de surmenage. Ouais, je suis assez dur au mal, je pense. Ça, on me le répète souvent. Mais bah, justement, cette hernie discale que j'ai vraiment résolu maintenant. 3 ans après, là, j'ai vraiment plus de problème. Je pense que ça m'a vraiment montré, et maintenant j'ai vraiment retenu la leçon que c'est pas forcément en en faisant plus ou plus fort que on peut progresser, quoi. Faut aussi se laisser le temps de récup, faut aussi avoir un équilibre à côté du kayak et puis des temps où on a juste envie de déconner, on va pas forcément penser à la compète ou au sport. Et puis en fait, faut avoir un équilibre, hein. Pour reprendre, ça c'est Tony Estanguet qui en parlait souvent, je crois. La vie est un peu une question d'équilibre et surtout en sport, je pense, si on veut être performant. Ben faut être bien dans ses baskets et c'est pas et forcément c'est pas que à travers le sport qu'on peut être bien dans ses baskets, quoi. Donc Qu'est-ce qui a changé justement avec ces hernies discales au niveau de l'entraînement? Est-ce qu'avant, je vais dire une connerie, mais tu faisais 3 entraînements par jour et après tu en faisais plus que 2 ou tu pouvais prendre des jours de repos et qu'avant tu prenais pas? non, alors déjà il y a quand même eu un truc assez simple, assez technique, c'est que en fait quand j'étais au début de ma carrière, j'ai toujours eu un siège tournant dans mon kayak. Ça c'était vraiment technique. C'était pour j'aimais bien le siège tournant. Je trouvais que ça me donnait de l'amplitude et de l'aisance dans les jambes et dans mon mouvement. Et puis, quand même, les sièges tournants, c'est un truc qui n'est pas très courant, hein. Je pense qu'il y a, je dirais à la louche, il y a 10% des pagayeurs qui en utilisent régulièrement, peut-être même moins. Et du coup, souvent dans les équipages, les coéquipiers, ils voient ça ils ont un peu du mal à avoir confiance parce que ça change les sensations dans le bateau, ça change les repères, donc c'est un peu difficile. Et donc, au bout d'un moment, je crois que c'était vers 2014, quelque chose comme ça, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre un siège standard, donc un siège fixe comme tout le monde a. Et voilà, j'ai voulu adapter ma technique. Seulement, du coup, le siège standard, ça donne plus de contraintes sur le bas du dos. Forcément, il y a moins de mobilité dans le bassin. Et comme moi, j'étais habitué à avoir beaucoup de mobilité avec mon ancien siège tournant, et ben ça m'a imposé de nouvelles contraintes. Et donc, j'ai commencé à faire un petit limbago, puis un deuxième, et ainsi de suite. Et je trouvais pas la solution, et du coup, ben, quelque part, je m'acharnais un peu à l'entraînement, je récupérais d'un limbago, je retournais à l'entraînement, je m'en refaisais un deuxième, etc. Et puis là, quand j'ai eu ma hernie discale en 2016-2017, voilà, clairement, j'ai dû remettre en question. Et donc la première chose, c'était en reprenant un siège tournant, qu'en plus là, pour le coup, j'ai vraiment adapté, que j'ai fait avec un orthoprothésiste. Et ben, ça m'a permis de reprendre la pratique à haut niveau et de vraiment mettre les problèmes de dos derrière moi, quoi. Et voilà. Et donc, il y avait ce côté technique, mais il y avait aussi le côté justement, ben, quand ça va pas, et à un moment, il faut peut-être pas s'acharner, il faut aussi prendre du recul, prendre un second souffle, et puis trouver les solutions, quoi. Donc, je pense que c'était une bonne leçon de vie, quelque part, ce truc-là. Et c'est arrivé, tu penses, justement, parce que tu as changé de siège et que d'un coup, tu as eu un énorme volume d'entraînement avec des nouvelles contraintes? Non, non, alors le volume d'entraînement était déjà là. C'est venu très progressivement, hein. L'histoire du siège, ça a mis 3 4 ans où j'ai commencé à me faire un petit lumbago, puis un deuxième, puis après c'est devenu quelque chose de presque régulier. Donc ça a mis quelques mois, quelques années à s'installer. Par contre, il n'y a jamais eu un moment où vraiment j'ai pris du recul, en tout cas pas avant ma hernie, et où je me suis dit, ben là, il faut vraiment que je change quelque chose, et il faut que je fasse différemment parce que sinon je vais dans le mur. Et au final, j'étais dans le mur, j'ai été arrêté pendant 3 mois, et puis voilà, j'ai loupé une partie de la saison 2017 à cause de ça, mais comme bon, voilà. Après, je pense que c'est une expérience que beaucoup de sportifs ont déjà eu, avoir une blessure comme ça. Faut apprendre à le gérer, quoi. Et puis là, bah, j'ai mis du temps et j'espère que jusqu'à la fin de ma carrière, ça m'embêtera plus ce truc-là. Justement, je voulais te parler de ton siège rotatif, car j'ai pu Mhm. voir qu'il était artisanal, comme tu l'as dit. En fait, tu as fait une sorte de rebord derrière, non? Pour pas sortir du siège. Exactement. Alors, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait, donc je l'ai fait avec un orthoprothésiste. En fait, il m'a fait un moulage vraiment de mon postérieur. Il en a eu de la chance. Et donc, il est vraiment sur mesure. Toi, bah, l'autre jour, j'ai voulu le prêter à un coéquipier et du coup, il pouvait même pas rentrer dedans parce qu'il est vraiment à ma taille, quoi.
Mais la grosse particularité, c'est qu'il est très plat sur le fond et avec un rebord vraiment très prononcé sur l'arrière du siège pour vraiment m'aider à soutenir mes lombaires, quoi. Et donc ça a été fait avec cet orthoprothésiste qui, lui, en voyant les sièges standards de kayak, que toutes les marques ont, hein, lui, ergonomiquement parlant, il disait que c'était une aberration, il comprenait pas qu'on soit aussi peu maintenu sur l'arrière du dos, quoi. Donc bon, je lui expliquais que quand même beaucoup de monde n'avait pas de problème de dos malgré ça. Mais voilà, pour lui, c'était un truc qui semblait évident. Et effectivement, je suis pas le premier à avoir des problèmes de dos et à résoudre ça avec un siège tournant. Il y en a eu plusieurs avant ou après moi, hein. En équipe de France, je pense à Mandine Lotte et Sarah Troel, si je me trompe pas, qui ont fait un peu la même chose que moi. Ils ont eu des problèmes de dos et ont résolu ça avec leur siège tournant. Et ce petit rebord que tu as mis derrière, donc ça te soutient si tu sens que tu es appuyé dessus? Ouais, tout à fait. Je peux m'appuyer dessus. Après, dans l'idéal, si je pagaie bien, normalement, je vais pas m'appuyer dessus. C'est-à-dire que simplement en me gainant, je vais bien projeter les abdos devant, je vais tenir mes lombaires pour éviter de m'écraser et de m'affaisser. Parce que c'est cette mauvaise position qui peut engendrer des blessures ou des douleurs. Et, euh, et puis je peux me permettre d'avoir ce gros rebord parce que puisque le siège tourne avec moi, hein, c'est le principe du truc, bah, ça ne me limite pas du tout dans ma rotation. Donc forcément, dans un siège fixe, avoir un rebord comme ça, ça ferait vraiment une grosse butée et ça empêcherait de bien mettre les jambes dans le geste de pagayage. Toi, tu as commencé directement avec ce siège rotatif au tout début? Eh bien, pas directement, mais je saurais même plus te dire pourquoi, mais très tôt, bah, un peu comme, encore une fois, il y en a pas mal qui font ça. Souvent, on utilise le siège tournant comme un éducatif. On l'utilise, on le prend 2, 3, 4 séances pour essayer de trouver de la mobilité, pour voir ce que ça change, mettre plus de jambes, etc. Et en fait, moi, j'étais, je pense, junior 2, donc je devais avoir 17, 18 ans. Et bah, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et après, j'ai voulu développer toute ma technique avec ça. Et aujourd'hui, j'utilise principalement le siège pour éviter de me reblesser. Mais même, je pense que ça m'empêche pas du tout. C'est pas du tout un frein pour aller vite ou quoi que ce soit. C'est juste une façon de pagayer qui est un peu différente d'un siège normal. Et je peux te demander, d'après toi, qu'est-ce qui change? Parce que moi, j'aurais l'impression, si je mettais ça, moi, j'ai pas une bonne technique quand je débute, mais de glisser, quoi, en fait, tu sais, de vraiment te Ouais, faire ouais, ouais. embarquer par la rotation. C'est ça, le problème au début pour s'adapter, c'est que on a beaucoup moins de préhension dans le bateau, on le tient beaucoup moins. Bah, surtout dans un équipage, on peut avoir l'impression de se faire balader par ses équipiers qui vont plus tenir le bateau, entre guillemets. Donc ça, c'est la petite difficulté, c'est qu'il faut avoir un gainage très fin, je pense. Vraiment avoir des micro-mouvements et des abdos très solides. Et par contre, l'avantage que je vois immédiat, c'est que, on a beaucoup plus d'amplitude dans les hanches, donc on a plus d'amplitude dans les jambes également, et on peut encore plus se servir de ces gros muscles pour engager la rotation du dos et pour vraiment avoir un mouvement de pagayage global, pas seulement avec les bras ou les épaules, mais avec toute la chaîne musculaire, quoi. Est-ce que justement, ce gainage fort, ces abdominaux forts, c'est quelque chose que tu as travaillé aussi en dehors du bateau? Oui, beaucoup, et particulièrement depuis que je me suis blessé, là, comme dit. Bah encore aujourd'hui, toutes les semaines, je me rajoute par rapport à mes coéquipiers, je vais toujours en salle pendant 3 fois 20 minutes ou 3 fois une demi-heure de plus. Et je fais plein de petits exercices de gainage, proprioception en instabilité avec des WAF, avec des Swiss balls. C'est plein de petits trucs qui sont pas très physiques, ils ne fatiguent pas trop physiquement, mais qui demandent vraiment beaucoup de concentration et beaucoup de précision. Et voilà, c'est des toutes petites choses, mais à mon avis, qui sont un peu indispensables, particulièrement pour le siège tournant, mais même en général pour le kayak, puisqu'on est dans une embarcation hyper instable. Je pense que voilà, je pense que c'est très important d'avoir des gros muscles, de faire de la musculation, par exemple, c'est indispensable pour nous. C'est indispensable de pouvoir tirer une grosse pagaie et développer des watts. Et je pense que c'est tout autant indispensable d'être vraiment à l'aise dans sa position, dans son bateau, et de pouvoir connecter tous les petits muscles ensemble pour avoir un coup de pagaie efficace, quoi. C'est aussi une des solutions dont j'ai besoin pour limiter mon point faible dont on parlait tout à l'heure sur mes courses, quoi.
Je me permets de te demander un conseil, puisque je t'ai sous la main et que tu es un pro de l'instabilité avec ton style rotatif. Personnellement, j'ai du mal justement à gîter à l'effort. Donc à l'arrêt, dans mon bateau, je peux me mettre comme je veux ou presque, mais dès que je dois mettre un coup de pagaie, ça me crispe. Et donc je fais plein d'exercices un peu proprioceptifs avec des Swiss balls, etc. Et dessus, j'ai pas de souci vu qu'il n'y a pas de force à mettre. C'est vrai, ouais. Quand tu fais la plupart des exercices. Mais dès qu'il faut mettre de la force, ça me crispe. Est-ce que tu aurais un conseil magique à me donner? Alors, magique, c'est sûr que ça, je vais pas en avoir. Après, tu vois, ce genre de truc, en fait, c'est vraiment de la précision dans le mouvement, quoi. Oui. Et, pour moi, ce que je vais le plus utiliser comme outil à l'entraînement, ça va être de faire de la cadence très basse, pour justement aller chercher le maximum d'instabilité et quand même réussir à placer un coup de pagaie propre. Donc ça va être de pagayer à 40 de cadence, quelque chose comme ça. Et vraiment essayer, même à cette faible cadence, d'avoir un coup de pagaie propre et sans mouvement parasite. Et un autre truc que j'aime vraiment bien utiliser, qui pour moi fait vraiment la bonne liaison entre ce qu'on peut travailler en salle de muscu ou de gym ou de gainage et le bateau, c'est travailler avec un parachute. Je sais pas si tu vois ce que c'est, un parachute en kayak. Pour moi, je vois le parachute en course à pied que tu mets. Est-ce que ça ressemble à ça? Ouais, je pense que c'est pareil. Ouais. C'est comme une espèce de flamme là, qu'on utilise pour voir la direction du vent. Hein, c'est Ok. un tissu cylindrique qui va être plus ou moins fermé à son extrémité et que tu fais traîner dans l'eau derrière toi, donc qui va freiner ton bateau. C'est un espèce Ok. de frein géant. Et pour moi, je crois qu'en athlète c'est pareil, hein, simplement c'est un parachute dans l'air, quoi. Oui, je vois. Et là en kayak, donc tu le mets dans l'eau. Et donc ça freine vraiment beaucoup. Je crois que quand tu pagaies, tu peux difficilement aller à plus de 6 km/h, quelque chose comme ça. Ah ouais. Ça avance vraiment pas du tout. Par contre, c'est pas comme de mettre un frein, un tendeur ou des balles autour de ton bateau. C'est que ça ne casse pas la glisse de ton bateau. Donc tu as quand même des sensations comme un peu habituelles, mais très très lentes. Et là, c'est vraiment possible de pagayer à 30 ou 40 de cadence sans instabilité. Et tout l'enjeu, c'est vraiment là, du coup, de pagayer très lentement et d'avoir le mouvement le plus précis possible, d'avoir vraiment un bateau qui avance et pas une pagaie qui recule. Et ça, pour tout ce qui est gainage profond et spécifique au kayak, je pense que c'est un super exercice. Eh ben, super, j'ai noté. Je vais regarder après cette histoire de parachute. Ouais, je pourrais envoyer une photo ou quelque chose si tu veux voir à quoi Ouais, ça. je veux bien. Je t'enverrai un Pas de message. problème. C'est cool. Tout à l'heure, tu disais que tu étais particulièrement véloce. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais aussi quand tu étais plus jeune dans les autres sports que tu faisais? Euh, Franchement, je sais pas trop, pas particulièrement, je crois. Comme je dis, jusqu'à mes 13-14 ans, j'étais vraiment pas très doué en sport, hein. C'était pas quelque chose d'inné. Donc, Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui, par exemple, en muscu, cette vélocité, où tu vas être très fort, tu vas avoir une grosse force max par rapport à ta force endurance? plutôt, ouais. Moi, surtout dans le muscu, je crois que j'ai plus que vraiment de la force, c'est le rapport poids-puissance où je suis pas mal. Comme je suis plutôt Est-ce léger, je me débrouille plutôt bien. Par exemple, en traction lestée, je suis plutôt dans les meilleurs, ouais. Qu'est-ce que tu fais en traction lestée, pour donner un chiffre? Je sais pas, mais je crois que l'autre jour, je faisais 3 répétitions avec 65 kilos, Ah ouais, c'est super quelque fort, chose ouais. comme ça, je crois. Et, Ah ouais, c'est super fort. Tu devrais mettre la vidéo parce que t'as Peter Manning qui a fait 3 reps à 70 et il dit et vous, combien vous faites? je vais pas rentrer dans ce genre de challenge avec Peter, je crois qu'il sera bien meilleur que moi quand même. Et est-ce que ça veut dire que dans les anciens tests, par exemple, 2 minutes, sur les 2 minutes, t'étais moins bon que Spice par rapport à tes coéquipiers? Et par contre, sur la force max, t'étais meilleur proportionnellement? Ouais, je sais pas trop. Après, ouais, ces tests-là, à l'époque, quand on avait des charges imposées, ça me rendait pas forcément service parce que bon, j'étais vraiment pas mauvais, je pense. J'étais plutôt dans le top 10. Mais ben, comme dit, je fais 10 ou 15 kilos de moins que mes adversaires, du coup, j'ai autant de muscles de moins, quoi. Donc à charge imposée, ben, j'étais un peu perdant. Si on avait fait des charges proportionnelles à son poids de corps, j'aurais peut-être un peu mieux joué, quoi. Ouais, parce que moi j'ai l'impression que le poids de corps joue énormément dans le bateau. Je vois quand je perds Mm. 1 ou 2 kilos que tout de suite ça accélère, quoi. Ouais, c'est clair, ouais, forcément, ouais.
Après, on a plein d'a priori comme ça, tu vois. Je sais qu'il y en a plein un peu de l'ancienne école. Ils pensent que dans un K4, il faut avoir les 4 gaillards les plus musclés possibles, et presque les plus gros possibles. Et je pense que des fois, on se trompe un peu, quoi. Faut pas seulement regarder le tour de biceps, quoi. Ça va un peu plus loin, quoi. Il y a d'autres choses à regarder, je pense. Ouais, ben, je pense aussi que sinon, sinon j'irais beaucoup plus vite, mais ça marche pas. Désolé pour toi, là, pour le coup. Non, mais c'est comme ça, c'est normal. Le Exact. kayak, c'est un truc qui est vraiment hyper technique et moi, je me rends compte, comme tu disais, là, je travaille ma gîte, mais bon, quand j'y C'est arriverai, clair. déjà, j'aurais fait un grand pas. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais 2 entraîneurs. Oui. Qui sont-ils et pourquoi as-tu 2 entraîneurs? Alors, bon, j'ai plus que 2 entraîneurs, mais vraiment, ceux que je mets au centre de mon cercle de performance, c'est depuis 3 ans maintenant, c'est le duo François During et Philippe Collin. Donc, ils sont tous les deux entraîneurs à Vers-sur-Marne. François During, il est entraîneur national de l'équipe senior. Et Philippe Collin, donc c'est mon ancien équipier en équipe de France, hein. Lui, je le vois régulièrement au quotidien. Et puis, par exemple, en ce moment, en stage, c'est lui qui est avec nous. Mais je pourrais aussi citer actuellement Herman Lemarec, qui entraîne maintenant au pôle de Cesson-Sévigné, où j'habite, hein, donc à Rennes, et qui lui intervient un peu moins régulièrement, mais je suis toujours content d'avoir son avis extérieur. Et voilà, ça enrichit mon suivi. Et alors pourquoi un duo? Déjà, c'est parce que je pense que François et Philippe, ils s'entendent super bien. Ils ont tous les deux des super qualités et ils ont aussi des très gros défauts dans leur personnalité ou dans leur coaching. Et ils savent que j'ai une grande gueule, donc ils me porteront pas rigueur de ce que je suis en train de dire, hein. Et par contre, entre eux, ils communiquent super bien et je pense qu'ils font une super doublette. Et du coup, en fait, les qualités de l'un compensent les défauts de l'autre et inversement. Et il y a vraiment des fois où, quand moi j'ai pas de solution, je sais que je vais dire quelque chose à l'un, et ben je suis persuadé qu'il arrivera à passer l'info à l'autre et que eux deux en discutant, ils auront vraiment plein d'idées, voilà, ils échangent très bien et forcément plus on est nombreux à réfléchir au truc et plus c'est fluide entre les personnes, plus on se donne les chances de résoudre des problèmes, quoi. Donc je trouve ça vraiment bien Et d'avoir ce double coaching. ben, j'ai l'impression que beaucoup de kayakistes français sont entraînés par François During. Est-ce que Mhm. c'est pas comment dire moi je trouve ça bizarre d'avoir le même entraîneur et d'être adversaire en même temps, d'être coéquipier et en même temps adversaire après sur le monoplace. Mhm. Non? Je Ouais, trouve ça bizarre d'avoir le même entraîneur qui veut certes le bien de tout le monde, mais forcément d'un point de vue humain, tu as toujours tes préférences, certains avec qui tu vas plus t'investir. Donc mhm. finalement Ouais, je suis c'est d'accord. C'est vrai, et t'as raison. Forcément, il y a des moments où il y a des petites tensions, même si je pense que c'est des trucs qu'on ne doit pas se dire très souvent, mais effectivement, des fois, il va plus aller voir l'un ou l'autre, et ça, c'est humain. Mais moi, le premier truc que j'ai envie de te répondre à ça, c'est que moi, avant tout, je pense que je suis performant et j'ai envie de performer dans des biplaces et des 4 places, donc des sports d'équipe. Et pour moi, justement, à ce moment-là, ça devient plus une force d'avoir cet entraîneur qui sait entraîner mes coéquipiers et moi-même. Et d'ailleurs, tu as raison, on est adversaires avec Maxime, Guillaume, Étienne, Cyril, Francis et tous les autres. Mais quand même, notre objectif avant tout, tu demanderas à tout cela, hein, je suis sûr, ils vont te dire, c'est de faire des médailles aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe, aux Coupes du Monde. Et là, pour le coup, c'est sûr, on sera pas adversaire, on sera plutôt dans les mêmes bateaux, ou en tout cas, on sera dans la même équipe. Donc, non, pour moi, ça a du sens de. Et puis voilà, même, j'ai envie de te dire, si on est très nombreux à être entraînés par François, c'est qu'on est très nombreux à penser que c'est un super entraîneur. Donc, ça me conforte un peu dans mon choix. ok. Ah ouais, je trouvais ça original comme les filles, beaucoup s'entraînaient par Fred Ribeyrolles. Ouais, Je ouais. me disais, tout le monde a le même entraîneur ou presque, et ça doit, ça doit être compliqué à gérer. Et d'ailleurs, voilà, je renchéris là-dessus. Euh, voilà, l'équipage, c'est ton but principal, mais effectivement, comme tu l'as dit, vous n'avez pas réussi à avoir le quota pour Mhm. le K4. Donc là, tu t'es tourné plus sur le 1000.
Mhm. Et donc sur le 1000, il n'y a qu'une seule place. Ouais, exact. Et donc, mais si j'ai bien compris aussi, le K4, il y a moyen qu'il soit de faire les rattrapages continentaux aussi. Ah non, pas le K4. Ah, le K4, non, le K4, il n'y a pas Non, de ouais, le rattrapage alors. K4, il n'y a pas de rattrapage. C'est une spécificité au K4, c'est que tous les quotas du K4 étaient décernés au championnat du monde en 2019 Ah, et c'est loupé. merde. Donc c'est pour ça Ok, qu'il donc reste, il reste que le. Comme on a le quota du K1 200 mètres déjà, on a le quota du K de 1000 mètres déjà, donc il reste plus que le K1 1000 qui est ouvrable au rattrapage. et est-ce que donc, maintenant que c'est l'objectif, ce K1 1000, Mhm. euh, tu as changé ta façon de t'entraîner pour cette échéance? Et est-ce que tu vois plus les autres aussi comme des adversaires finalement maintenant en vue de ces Jeux Olympiques? Euh, ben, les autres comme adversaires, je pense pas trop. Alors évidemment, la règle elle est simple, hein. C'est qu'il faut être le meilleur français sur 15 000 mètres en dehors d'Étienne Hubert et Cyril Carré, parce qu'eux, ils ont ouvert le quota du K2 et du coup, ils peuvent pas aller au rattrapage. Ça, c'est une règle internationale. Donc, il faut être le numéro un en dehors de ces deux-là. Donc forcément, ben là, il y a des adversaires. Mais honnêtement, au fond de moi, quand je suis en stage avec tous les autres concurrents, il y en a plein, hein. Il y a Francis, Quentin, Paul, Kylian. Enfin, bref, désolé encore pour tous ceux que j'oublie. Mais ben, moi, je les vois plutôt comme des mecs à qui il faut qu'on se tire la bourre, il faut qu'il y en ait un qui me double pour que j'essaie de le redoubler et ainsi de suite pour toujours aller plus vite et pour que le meilleur d'entre nous soit vraiment capable ensuite d'aller battre le Belge, le Danois ou l'Anglais qui vont aussi vouloir aller chercher ce quota, quoi. Je sais que je suis souvent un peu fleur bleue, mais vraiment les Français, moi, je les vois tous comme des équipiers. Et d'ailleurs, pour revenir encore plus sur ce qu'on disait au début de l'interview, là, moi, si je suis venu à la course en ligne, c'est vraiment pour l'équipage et pour faire partie d'une équipe. C'est pour ça que je suis venu à la course en ligne plus que la descente. C'est que la descente, je trouvais ça peut-être un peu trop individuel. Il y a le côté, t'es en pleine nature, t'es seul face à la rivière. Et en fait, moi, quand j'ai découvert l'équipage et le fait de partager une course, un projet et des émotions, et ben, je crois que c'est ça qui m'a vraiment fait envie d'aller plus loin, quoi. Donc, le fait de partager même une course de monoplace avec mes équipiers de l'équipe de France, je pense que ça me motive vraiment fort. Et est-ce qu'au niveau de l'entraînement, en te spécialisant donc plus pour le 1000 mètres, tu as modifié, j'ai envie de dire, tes séances d'entraînement pour qu'elles soient peut-être plus aérobie? Eh ben, un petit peu, mais quand même, ça, c'est un truc que je défends vraiment. Peut-être que j'ai tort, mais voilà. Euh, la distance sur laquelle je suis vraiment à l'aise, c'est le 500 mètres. Et quand même, le 500 mètres, c'est pas très très différent du 1000 mètres. Enfin, il y a des points communs. Et du coup, je continue à m'appuyer sur mes qualités de 500 mètres heure, donc comme l'accélération, d'avoir une très grosse vitesse de pointe. Ça, je veux vraiment essayer de le garder tout en, effectivement, comme tu dis, rajoutant un peu de cette régularité, de cette aérobie dont on a besoin sur le 1000. Donc aujourd'hui, vraiment, je m'entraîne, j'ai un programme hybride entre le 500 et 1000 mètres pour à la fois garder mes qualités de 500 et bosser mes défauts que j'ai sur le 1000 mètres, quoi. Est-ce que ça consiste en 14 séances par semaine en moyenne, comme tout le monde? Bah, je sais pas ce qu'ont dit les autres filles et garçons que tu as interviewés, mais oui, oui. Bah, tu vois, on a le même coach avec François During, hein, et Philippe Collin. Du coup, on suit plus ou moins la même programmation. Ouais, les semaines de développement, c'est entre 18 et 24 heures d'entraînement. En stage, on fait entre 120 et 150 km de kayak dans la semaine. Voilà, pour quelques chiffres, quoi. Et est-ce que tu mets, Francis m'en a parlé aussi, du téflon sur ton siège et une petite mousse pour pas avoir mal aux fesses vu ce nombre de kilomètres? Alors le téflon, non, parce que comme j'ai mon siège tournant, Ah, ah oui? euh, Ouais, tu l'existes déjà. voilà, j'ai de la mobilité, donc si en plus je glisse dans mon siège tournant, là ça va être vraiment l'équilibre, il va devenir très compliqué, ouais. Mais non, effectivement, j'ai tout mon siège est recouvert d'une petite mousse, à la fois par confort et aussi pour justement être bien maintenu dans le siège, quoi. Donc c'est voilà, mais c'est rien de très extravagant. Et quelles sont, tu parlais d'entraînement en commun et un peu différent, quelles sont les séances, par exemple, qui sont
plus spécifique à toi que tes coéquipiers vont pas faire? Et ben, je pense que le truc que je fais vraiment plus que d'autres, c'est les fameuses séances avec le parachute que je te disais tout à l'heure. Donc, c'est des séances où je fais des intervalles très courts, hein, de peut-être 20 secondes. Je vais faire 8 fois 20 secondes avec le parachute dans l'eau, en pagayant à 40 de cadence, mais en essayant d'avancer le bateau au maximum à chaque coup. Et ensuite, j'enlève le parachute et je vais pagayer tranquille pendant une vingtaine de minutes pour essayer d'imprimer ces sensations dans mes muscles et dans mon cerveau, quoi. Une petite séance technique que j'apprécie beaucoup et qui m'aide à me connecter un peu. Ok. À côté de l'entraînement, est-ce que tu as une hygiène de vie un peu particulière, étant donné que tu es kayakiste professionnel? Est-ce que tu suis une alimentation particulière? Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Est-ce que tu fais de la méditation ou d'autres choses? Alors, je suis végétalien, végétarien, minimaliste, je mange que des graines et de la salade. Voilà. J'ai du mal à y croire. Ah non, je crois que je t'ai déjà parlé de la raclette de tout à l'heure. Ouais. Mince. Et peut-être même qu'il y avait 2, 3 verres de vin blanc avec, donc voilà, je crois que ça répond à la question. Non, rien de particulier. On va dire à la moitié de l'année, j'essaie de pas faire trop d'écart. Voilà. Et l'autre moitié de l'année, quand il y a les compétitions, et ben là, j'essaie de suivre tous les grands principes assez basiques, voilà, d'avoir assez de protéines, pas trop de glucides, éviter ce qui est trop gras, manger sainement. J'essaie de manger sainement à l'approche des compètes et voilà. Et tu prends pas de compléments alimentaires, Si sur les compléments alimentaires, par exemple? si donc les compléments alimentaires sur les centres de musculation, je prends souvent un shaker de protéines, hein, de la whey. Et puis de temps en temps, quand je me sens fatigué, je prends des BCAA. Et puis sinon, les petits gris-gris, de temps en temps, c'est une cure de gelée royale ou voilà, on a un suivi médical aussi. Donc ça arrive qu'on prenne des vitamines D, par exemple, souvent en hiver. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu fais de la méditation, de la visualisation ou des choses en particulier auxquelles on penserait pas aux premiers abords? Non, pas spécialement, non. J'en ai déjà fait un petit peu, de la méditation, de la sophro, mais non, pas particulièrement. J'ai mes petites routines de concentration pour les séances clés ou pour les compétitions, mais non, j'ai fait un peu de yoga pendant le premier confinement en mars-avril parce que j'avais rien de mieux à faire, mais non, pas particulièrement. Je suis pas très adepte de toutes ces pratiques. T'avais pas d'ergomètre pendant ce confinement alors? Si, 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 j'avais un ergomètre. J'avais un ergomètre et puis 2 haltères, pour être exact. Et voilà, c'était super, hein, un bon souvenir comme pour beaucoup de monde. Mais voilà, on en est sorti. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et puis je dis souvent quand même, bon, c'était pas la période la plus marrante, mais il y a des choses pires que de rester bloqué chez soi, je pense. Donc je m'estime pas malheureux avec ce qui nous est arrivé. Il y a quelques années, tu as changé de club, tu es passé de Strasbourg au Vive au club de Saint-Grégoire, après être resté très très longtemps donc au club de Strasbourg. Comment ça se fait? Alors, donc j'étais à Strasbourg de 2001 à 2017, je crois. Et en 2017, en fait, il y a une grosse partie de l'équipe de direction du club de Strasbourg qui a changé. Et avec cette équipe, ils sont venus avec un nouveau projet et ils ont voulu faire évoluer l'association. Voilà, je faisais plus partie des plans. En gros, le sport de haut niveau, ça les intéressait beaucoup moins. En plus, j'étais déjà un athlète un peu ancien. Du coup, ce qui m'intéressait plus, c'était de former des jeunes et puis c'était de se réorienter vers le sport santé et le sport associatif au sens vraiment large, c'est-à-dire de vraiment avoir du monde à l'école de pagaie, former des gens, faire, donc comme j'ai dit, du sport santé, du dragon boat, voilà, plein de choses. Et ils ont été très clairs avec moi, ils m'ont dit que mon projet sportif de haut niveau, aller au chemin du monde, ça les intéressait pas. Donc voilà. À l'époque, j'habitais déjà à Rennes, et du coup, j'étais déjà très proche du club de Saint-Grégoire. Et Saint-Grégoire, c'est vraiment une grosse locomotive chez les kayakums en France. Et du coup, ça m'est paru assez évident et assez simple de passer le cap. Et voilà. Même si au début, c'était pas très naturel parce que
historiquement, Strasbourg et Saint-Grégoire, on était vraiment des deux clubs rivaux et mais on aimait toujours se chambrer. D'un côté, les saucisses de Strasbourg, de l'autre côté, les galettes saucisses de Bretagne, hein. Et du coup, ça a été assez marrant. Je me suis souvent fait chambrer, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai des super souvenirs à Strasbourg et je suis super content. On a une super équipe à Saint-Grégoire, on s'amuse bien, sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et voilà. Donc, c'était une petite étape dans ma carrière et je suis content de toutes ces expériences. Et est-ce que tu t'entraînes souvent à Saint-Grégoire? Parce que j'ai l'impression que t'es à Vers aussi. Où est-ce que tu t'entraînes le plus en fait? Je m'entraîne le plus en stage, donc un peu partout. Je crois qu'en 2019-2020, là où je me suis le plus entraîné, c'était en Floride parce que j'ai fait plusieurs stages de longue durée. Donc voilà. Mais sinon, quand je suis à la maison, c'est à Rennes, Saint-Grégoire et puis le pôle de Cesson. Après, voilà, Saint-Grégoire, j'aimerais bien y placer plus de temps, mais au final, c'est quelques samedis par-ci par-là ou quelques jours par-ci par-là pendant les vacances. Et puis sinon, ben pour participer à tous les Open de France, les regroupements avec l'équipe de France, ben, je suis aussi régulièrement à Vers-sur-Marne, donc voilà. C'est aussi pour ça que finalement le premier confinement au mois de mars-avril, pour moi, il est bien passé. C'est que ben, pour une fois, j'ai passé du temps chez moi à Rennes, et donc ça m'a changé mes habitudes au final. C'était pas si mal. Eh oui, je vois l'idée. Parce que souvent, je me demande pour qui c'est des clubs où ils ne sont pas souvent, mais c'est plus en fait pour les équipages, pour les compétitions. Oui, voilà, c'est ça. En fait, la plupart du temps dans l'année, on s'entraîne sur les pôles France où on a nos coéquipiers, on a nos entraîneurs nationaux. Et nos clubs, c'est vrai que des fois, c'est difficile de garder du lien quand on est en stage, quand on est à l'étranger ou quand on est loin. Mais voilà, les moments où on se retrouve le plus, effectivement, c'est la pré-saison, quand on est un peu en reprise d'entraînement après avoir pris des vacances, et quand on prépare les championnats de France, et puis les équipages de clubs. Et ça, c'est vraiment des moments qu'on aime bien passer. C'est le fameux esprit club dont je crois on est plutôt fier dans le canoë-kayak. Tout à l'heure, est-ce que tu m'entends toujours ou est-ce qu'on a un décalage au fait? Je t'entends très bien. Ok, super. Tout à l'heure, on parlait de ta blessure au dos, donc ta hernie discale. Est-ce que tu as déjà eu d'autres blessures à cause du kayak ou en dehors du kayak? Oui, je m'étais déjà subluxé une épaule et puis ça c'était un peu compliqué en faisant de la descente de rivière. Et quand j'étais un jeune senior, j'ai fait un faux mouvement sur une compète et donc l'épaule est sortie, elle est rentrée toute seule donc ça allait. Mais voilà, donc j'ai gardé quelques raideurs, mais voilà. Et en dehors de ça, non, j'ai jamais rien connu de très sérieux en dehors de ma hernie discale non plus. Donc voilà. Je pense qu'on a de la chance de faire un sport nautique, donc on n'a pas trop de traumatisme et d'impact. Et du coup, on peut faire de vieux os. Donc profitons-en. Je voulais parler un petit peu matériel. Dans quel bateau tu es? Moi, j'ai un Elo Cinco large. J'avais essayé le CT, mais je le trouve un peu trop directeur et trop difficile à mon goût. Et je suis vraiment bien dans le Cinco, donc voilà. Je crois que ce CT n'est pas une réussite pour Nello, puisque personne en équipe de France n'y est passé, pour l'instant, de tous ceux que j'ai interviewés. Aïe, aïe, aïe. Il y en a quelques-uns quand même. Maxime, je crois qu'il est en CT. Franck Lemoyle est en CT. En vrai, sur la scène internationale, c'est très partagé. J'avoue que c'est vraiment 50-50 entre le Cinco et le CT. Donc voilà, ça dépend vraiment des aptitudes de chacun. Après, je suis persuadé que les deux bateaux sont excellents et ils permettent d'aller très vite tous les deux. Qu'est-ce qui t'a amené à être en Cinco Donello? T'avais essayé d'autres bateaux et finalement c'était celui-là dans lequel t'étais le mieux? Et ben, avant ça, j'étais quoi en quattro, je crois. Et ouais, effectivement, quand je l'ai essayé, celui-là, j'ai tout de suite adopté, ce qui n'a pas toujours été le cas, hein. Moi, j'ai toujours été en Elo, mais très longtemps, j'ai gardé le Vanquish 1, parce que le 2, j'ai fait 2 séances avec, j'ai dit, c'était hors de question, je trouvais aucune sensation là-dedans. Le Vanquish 3, j'ai fait 2 mois et j'ai arrêté, j'aimais pas non plus. Donc, c'est mes sensations qui décident, hein, on va dire.
Et après, moi, très clairement, je me pose pas de questions. Je veux un Hello parce que c'est lui qui a un super service. Je voyage souvent à l'étranger sur d'autres continents. Et je pense que c'est le seul constructeur avec qui je suis sûr de pouvoir retrouver toujours le même bateau, même si j'en loue un ou si j'en emprunte un à l'autre bout du monde. Donc pour moi, c'est vraiment un côté pratique. Et voilà, puis ses performances sont pas démontrées, hein, c'est les bateaux qui font le plus de médailles. Donc voilà, je me pose pas de questions superflues. Est-ce que tu vas plus vite, même si c'est dur à dire avec les années, en Chinko qu'en Vanquish 1? Alors ça, je serais incapable de le dire. Ça se trouve, je reprends Vanquish 1, je pense que je pourrais aller tout aussi vite, voire même plus vite qu'aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression en fait, il n'y a pas eu vraiment d'innovation, de rupture depuis des années là. Pour moi, il y a 20 ans, il y avait des bateaux avec des ailettes là, qui étaient très larges. Bah ça, forcément, j'imagine que ça allait moins vite. Par contre, depuis le Vanquish 1, bon, en fait, j'ai l'impression que on a modifié un peu la répartition des volumes et certaines choses, mais j'ai l'impression que la glisse des bateaux, elle, est plus ou moins la même. Donc, je suis incapable de le dire. Par contre, là, je me sens bien dans le Cinco aujourd'hui. Voilà, ça me va bien. Au niveau de la pagaie, j'ai vu que tu étais en Bradshaw 1, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, tu es plus Bradshaw que Yantex? Et ben, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait Gentex pendant quelques années, j'ai fait G-Power pendant quelques années. Et puis après, j'ai fait de la Bradshaw 2, et maintenant, depuis 4 ans, c'est la Bradshaw 1. Et voilà, à chaque fois, c'était un peu pour. Je faisais des choix techniques, et j'essaie de choisir la pagaie qui allait le mieux m'aider dans ces évolutions. Et voilà, la Bradshaw 1, je dirais que c'est une pagaie qui est très simple d'utilisation. Elle n'est pas très vrillée, elle est assez plate, elle a une entrée dans l'eau rapide. Donc, ça permet de s'exprimer simplement. Voilà. Moi, je suis pas très intéressant au niveau du matériel. Je pense que je vais rien apprendre à personne. Je vais au plus simple, tout simplement. Comme t'es pas très grand, entre guillemets, est-ce que ta pagaie n'est pas très grande? Bah, si, par rapport à ma taille, je crois, elle fait 2,20 m. Ah ouais, bah si, ouais, tu mets, alors, de tous ceux que j'ai interviewés, pour l'instant, c'est toi qui as la pagaie la plus longue. Ah, bah, tu m'envoies flatter. C'est moi qui est la plus grande. Ça, c'est Et intéressant. au niveau de la taille des pales, vu que t'es plus léger aussi et que t'as un bon rapport poids-puissance, est-ce que t'as quand même une grosse pale? Bah, les bras de challenge, il y a 3 tailles différentes. Moi, j'ai la moyenne. Elle s'appelle la mine. Ok, donc t'es en Après, ça m'arrive 805 alors. 805, c'est ça. Ouais. Après, des fois, ça m'arrive de prendre la S-mine sur certains millimètres. Et en K4, des fois, je prends la max. Mais voilà, ça dépend. Ça dépend des sensations et de la forme du moment, surtout, je dirais. Et j'ai cru voir que toi t'étais avec un Vario sur le manche. T'avais pas une pagaie Oui. fixe. Oui. Et ben, même principe en fait que pourquoi j'ai choisi Nelo, c'est je voyage souvent et il y a un côté vraiment pratique. Et comme je suis assez basique, manche fixe, manche vario, je sens pas trop de différence. En tout cas, je trouve que ça vaut pas la peine de se prendre la tête. Le manche vario est plus simple d'utilisation, donc je prends le manche vario. Et quel angle tu mets? Je crois que je suis à 50 degrés. Pas 50 très degrés. très. Ouais, c'est pas beaucoup d'angle, je crois. Et ben pour l'instant c'est toi le à ceux à qui j'ai demandé, j'ai pas demandé à tout le monde, mais c'est toi le Mhm. plus aussi. Ah bon, bah finalement, tu vois. Ah bah, je savais même pas. Donc mais j'ai pas interviewé tout le monde encore, donc Ah, c'est pour ça. l'instant c'est toi qui est la plus longue et Je sais pas quoi penser de cette discussion. et le plus d'angles. euh, J'arrive un peu à la fin de mes questions. Est-ce que tu sens qu'avec l'âge, t'es encore assez jeune, mais est-ce que tu sens des différences par rapport à quand tu étais jeune, justement, sur l'entraînement? Tout à l'heure, tu parlais un peu de ça. Est-ce que tu dois moins en faire et plus, même si c'était déjà le cas à l'époque, hein, on a toujours cette optique-là, mais vraiment que chaque séance compte? Ouais, je pense. Bah, alors déjà, comme je l'ai dit plus tôt, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ancrées maintenant, qui n'étaient peut-être pas forcément le cas avant. Je le vois surtout donc quand je m'arrête de pagayer pendant quelques temps et je reprends, bah, je vois qu'il y a plein de choses qui sont toujours là et qui sont stabilisées. Bah ça me donne même de la confiance, tu vois, si je me dis que je me blesse maintenant, bon, une petite blessure, hein, on va dire. Si je vois que pendant 2 semaines je peux pas pagayer,
et ben, je pense que je vais vraiment m'appuyer là-dessus et avoir une certaine sérénité en me disant c'est pas pour ça que je vais tout perdre et c'est pas rédhibitoire. Donc ça me donne vraiment de la confiance. Après, bah, des fois, j'essaie de me mettre un coup de pied au cul aussi parce que quelque part, il y a un excès de confiance aussi. C'est que des fois, on va nous proposer une séance, je vais me dire, ah ben j'ai déjà fait 10 fois, je sais que je vais aller vite là, et puis au bout d'un moment, je vais être fatigué, et puis ça va être comme ça. Et donc, quelque part, ça bride un peu. Des fois, je me dis, non, 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 réfléchis pas comme ça, bouge-toi le cul, rappelle-toi, quand tu connaissais pas cette séance, tu y allais bien en tête, et peut-être que tu explosais un moment, mais tu dépassais tes limites. Des fois, ça, je pense qu'avec l'âge, je peux avoir un peu du mal. Et c'est aussi là-dessus que je fais confiance à mes coachs pour justement des fois me sortir un peu de ma zone de confort. Et voilà, c'est un peu le danger, je pense, quand on a de l'expérience et quand on a déjà vu pas mal de choses, c'est de s'endormir un peu sur ses acquis ou sur ce qu'on pense avoir acquis. Donc voilà, je pense en fait c'est faut utiliser son expérience tout en gardant un peu ses yeux de jeune homme et puis sa curiosité, je dirais. Ça c'est la curiosité, je pense, c'est ce qui peut vraiment faire avancer et passer des caps. Là, il y a les JO de Tokyo qui doivent normalement arriver avec cet Mm. objectif du K1000. Euh, Quoi qu'il se passe, est-ce que tu vas continuer jusqu'aux Jeux de Paris en 2024? Oui, aujourd'hui j'en ai vraiment envie. J'aurai 35 ans en 2024, ce qui fera vraiment plus du tout jeune, mais pas encore complètement vieux. Du coup, je pense que c'est faisable, surtout que maintenant que j'ai réglé mes problèmes de dos, j'ai pas de soucis de santé. Et surtout, eh ben, je suis hyper heureux de faire ce que je fais, de faire du sport tous les jours, de m'aligner sur des compètes internationales avec les meilleurs du monde autour de moi, de jouer les podiums régulièrement sur les courses. Et ben ça, j'ai encore envie de vivre ces émotions pendant quelques années. Donc voilà, et évidemment, en plus de tout ça, cerise sur le gâteau, participer aux Jeux de Paris, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas mieux dans mon sport comme objectif. Donc voilà, ce sera mon dernier défi. Justement, en parlant un peu après carrière, j'ai vu que tu étais membre fondateur de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Et que justement, c'était une union, je sais pas comment dire, une association Un qui syndicat était là-bas, destinée un justement, un syndicat. syndicat. Ouais. Voilà, donc qui était destiné à aider à la reconversion après carrière. En quoi ça consiste exactement, ce Euh, syndicat? alors, c'est vrai que quand tu le dis comme ça, c'est assez pimpant et ça pourrait même être un peu glorifiant pour moi, mais bon, c'est Philippe Gunningham qui l'a fondé. Il m'a proposé de faire partie de l'équipe et j'en étais très, très heureux, mais bon, je suis pas très impliqué dans ce projet. Je veux dire, en tout cas, tous les jours, je prends pas beaucoup part aux discussions. Parce que c'est un petit peu dur de concilier ça en même temps que mon objectif sportif. Mais c'est un super projet. Ouais. Ils essaient de faire un truc qui n'existe pas beaucoup en France, pas assez à mon goût. C'est un peu porter la voix de nous, les athlètes, auprès des institutions. En fait, souvent, c'est la fédération qui nous représente auprès du ministère, ou en fait, ce sont nos managers. Mais nous, athlètes, en fait, on pèse pas beaucoup dans les choix politiques. Et notamment, par exemple, en France, on est hyper en retard sur notre statut social. On est des sportifs complètement amateurs. Et là, je parle pas simplement du fait d'avoir des revenus ou pas, hein. C'est-à-dire que on a de contrat de travail avec personne. Donc, si on tombe malade, si on se blesse, si on a une baisse de motivation, si on fait une année blanche, et ben souvent on perd des sponsors, on n'a pas d'arrêt maladie, c'est tout bête, mais on peut être amené à payer des frais de santé. On n'a vraiment aucune protection sociale et en fait on a beau avoir une démarche professionnelle, on n'est pas reconnu comme tel. Et c'est ce que ce syndicat défend et propose surtout aux députés à l'Assemblée nationale d'encadrer un peu plus le sport de haut niveau, surtout que en France comme ailleurs, on est souvent fier de montrer qu'on a des sportifs qui font des médailles, mais finalement derrière, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Un autre progrès qui a été fait les dernières années, c'est que maintenant, dans la limite, je crois, de 4 années, en étant sportif de haut niveau, on peut valider des trimestres à faire valoir pour la retraite. Et ça, c'est un truc qui nous aide beaucoup parce que sinon, tu vois, je le disais tout à l'heure, si ma carrière se termine à 35 ans et que j'ai fait que du kayak dans ma vie,
et ben, je risque de devoir bosser jusqu'à mes 80 années avant d'avoir droit à la retraite. Et donc ça, maintenant, c'est un truc qui est un petit peu plus encadré. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui, à mon avis, comptent beaucoup pour les sportifs et qui sont portés par cette UNSPHN. Ouais, bah, j'avais vu ça, donc c'est sûr que je trouve que c'est un gros plus, en tout cas pour les sportifs de haut niveau, qui effectivement le problème de la reconversion se pose toujours. Et comme tu dis, bah là les trimestres de retraite c'est plutôt bien vu parce que c'est sûr que si tu commences à travailler officiellement à 35 ou à 40 ans, si tu prolonges encore, bah en fait après Après, c'est compliqué, hein. ouais, en vrai tu t'arrêtes pas quoi. Tu t'arrêtes pas. C'est clair. Et bah écoute, j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais qu'on aborde que j'ai pas abordé? Bah non, hein, je crois on a bien débroussaillé tout ça, hein. En tout cas, moi j'étais content de pouvoir répondre à tes questions et surtout de participer à tes podcasts. Je trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure en antenne, c'est une super initiative et je trouve ça sympa. Ouais. J'espère que ça intéresse du monde autour de nous. Alors, à qui puis-je écrire de ta part pour passer dans le podcast maintenant? Je sais pas, moi j'aurais plein de questions à poser à Martin Fourcade ou Teddy Riner par exemple. C'est possible? Ça va être compliqué parce que là, j'y connais rien du tout en biathlon et en judo. Donc, Non, ben, encore une fois, tout à l'heure en antenne, on avait cité des athlètes étrangers, ça pourrait être intéressant. Francophone, on avait évoqué Maxime Richard en Belgique ou Pierre-Luc Poulin au Canada. Je pense que ouais, c'est des mecs qui sont assez proches de nous et qui au final ont aussi des idées un peu différentes, donc ça peut être assez enrichissant de voir avec eux. Après, je sais pas, je connais pas ton niveau en anglais, mais ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres pays encore. ouais, voilà. Alors, à l'oral, ça va être compliqué. À l'écrit, je vais pouvoir me débrouiller, mais à l'oral, surtout avec notre super connexion des montagnes, ça va être compliqué. J'avoue. Non, mais ouais, ces deux-là, déjà, ça En tout cas, je leur écrirai de ta part. Ouais, bah, avec plaisir. Et moi, je pourrais relayer aussi si tu veux, ou en tout cas pousser un peu pour ça. Ouais. Y a pas de souci. Où est-ce qu'on peut te contacter si on souhaite te contacter? Où est-ce qu'on peut me contacter? Bon, sur Instagram, en général, je réponds, ou sur Facebook, sur ma page. Plutôt sur Instagram. C'est là où je suis le plus. Et je crois que je m'appelle Guillaume Burger, hein, tout simplement, sur Instagram. Et bah super. Et bah je mets. Tu peux aussi mettre Burger. Super. Bah je mettrai les liens directement. Et bah nickel. Et bah je ferai tout ça directement sous le podcast pour ceux qui souhaiteraient te contacter. Et bah, merci encore Guillaume de ton temps. Et puis c'était super. Et puis bah que la force soit avec toi pour aller chercher ce quota du 1000 mètres. Bah c'est gentil. Et puis merci à toi pour tout ce que tu fais là-dessus. C'est cool. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.